paraît être un homme qui brille par son silence, car lui, il n'aime pas les feux des projecteurs, préférant à ses lumières. Il se trouve qu'il y a quelques mois de cela, ses avoirs si chèrement acquis sont mis en vente, bradés littéralement. Il est exproprié sans aucune autre forme de procès. Le temps passe, les recours se multiplient, mais jusque-là, il n'obtient pas gain de cause. La justice du pays dans lequel il est ainsi ostracisé se met aux côtés de ces géants qui tentent de faire plier le panafricain. Ce soir, nous rétablissons la vérité des faits, car il se trouve aussi que certaines voix non autorisées se sont permises d'épiloguer sur le sujet, allant de mensonge en mensonge, tentant de ternir la réputation, non pas seulement de ce fils fier d'Afrique et du Cameroun, mais aussi de la justice camerounaise qui, en bonne mère patrie, a décidé de protéger les intérêts de son fils. L'édition spéciale de ce soir se veut donc vérité. Vérité car il faudrait que l'opinion nationale et internationale l'entende. Les bouches qui s'ouvriront ce soir sont des habitués de débat, mais plus encore, et c'est ça qui fait la différence avec les autres panels, proches du dossier, si ce n'est complètement imbibé des faits qui vous seront donnés ce soir. Je commence par vous. Vous êtes le porte-parole du groupe Baba Dampulo. Moussa Osseni, bonsoir. 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 Merci de nous faire l'amitié de votre présence sur ce plateau. Elle est déterminante car vous portez en vous et avec vous les mots et les paroles à la fois du président du PCA de ce groupe, mais également de tout ce qui se dit loin des caméras. À côté de vous, un syndicaliste de la première heure, c'est près de 3 décennies dans les revendications sociales. Il est également directeur de publication de la revue Le Compte Rendu. Il nous a fait le plaisir de répondre présent à notre invitation. Et Yangonjon, bonjour. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Content d'être là. En face de vous, un autre journaliste spécialisé justement dans l'enquête, un panafricaniste de la première heure qui suit depuis les débuts de cette affaire avec beaucoup d'attention. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue. Bonsoir Rim, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir convié à un plateau spécial avec des hommes spéciaux pour une affaire spéciale. Parce que là, on va aller au fond, on va trouver les mots justes pour éclairer la lanterne des Africains. Vous savez que DBS a traversé les frontières. Ce n'est plus une affaire du Cameroun, de l'Afrique et même des autres continents. Donc, DBS est au-delà de cela et je pense que ce soir encore nous allons éclairer la lanterne des millions et des milliards d'Africains et du monde entier. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de la Dépêche de Midi. À ce triumvirat est associée une intelligence forte. Il est trié dans le domaine de l'avocature. Maître Franklin Biendieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour Rim, merci de m'avoir invité et convié à ce moment grave de la défense des intérêts hautement stratégiques du Cameroun. Et je pense que ce moment sera d'autant plus important qu'il nous permettra de mettre en lumière un certain nombre d'éléments factuels, un certain nombre d'éléments d'analyse qui permettent de comprendre exactement ce qui se passe et de démêler définitivement le vrai du faux. Ainsi planté le décor et le panel qui vous accompagnera tout au long de cette soirée spéciale. Et nous vous amenons directement dans ce pays arc-en-ciel, dont le passé colonial teinté d'apartheid, malheureusement, continue à faire du mal aux Africains. La première question, on la pose à Maître Agé, qui, lors d'un point de presse récemment donné, expliquait et établissait les faits, et c'est sur cette base que nous allons épiloguer. La question à vous, Maître Agé, dites-nous, faites-nous le point exactement de ce qui se passe entre Baba Dampulo et la banque qui lui a volé ses biens. Un élément que la rédaction nous proposera tout à l'heure, dans un instant, nous l'espérons en tout cas, le temps de vous poser la question à vous. Peut-être ceux qui nous regardent aujourd'hui ne savent pas en réalité qui est El Hadj Baba Amadou Dampulo, car oui, on le disait en introduction, c'est un homme à la discrétion établie qui préfère travailler en silence
et laisser briller la lumière de ses exploits sans forcément en s'effaçant derrière eux. Mais qui est El Hadj Amadou Baba Dampoullo? Mais écoutez, c'est avec une très grande fierté que je participe à cette émission, surtout cette édition spéciale qui, de prime abord, permettra à des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde de savoir réellement cet homme qui, au départ, à l'état embryonnaire, est toujours resté sobre et toujours resté dans la dignité, dans le calme le plus absolu. El Hadj Baba Amadou Dampoullo, c'est un Camerounais issu de la région du Nord-Ouest, un Camerounais qui a bâti son empire dans l'immobilier, dans l'agro-industrie, dans l'industrie en général, et qui aujourd'hui est une très grande fierté pour la nation camerounaise. Raison pour laquelle, au lieu de l'appeler une personnalité, on l'appelle une institution. Raison pour laquelle vous allez constater avec moi qu'il y a une juxtaposition des individus et des personnes de par le monde qui apportent son soutien. El Hadj Baba Amadou Dampoullo est un homme d'affaires aujourd'hui qui, sur la scène nationale et internationale, fait la fierté de l'Afrique depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, à son actif, plusieurs réalisations. Comme vous le constatez bien, dans le domaine de l'emploi, El Hadj Baba Amadou Dampoullo emploie des dizaines de milliers de personnes à travers le pays. Et au-delà de la frontière jusqu'en Afrique du Sud, parce que juste avant cet incident, on avait à peu près de 900 employés sous M. Baba Amadou Dampoullo qui aujourd'hui sont en une déperdition incompréhensible. Alors, El Hadj Baba Amadou Dampoullo, c'est un père de famille, c'est un homme qui vit dans l'humilité, mais un homme également qui a su démontrer à travers son devenir qu'on peut quitter des zéros à héros. Et qui mise sur les vraies valeurs, les valeurs de l'entrepreneuriat, les valeurs de la créativité. Alors je pense que de manière brossée, El Hadj Baba Amadou Dampoullo est un exemple dans l'entrepreneuriat au Cameroun parce qu'il commence camionneur, de manière successive, il s'installe dans une vie, celle de la vie active. C'est un responsable qui aujourd'hui a démontré toujours à travers sa modeste personne qu'on n'a pas besoin d'étaler sa propre personne. Il dit lui-même par ses propos, lorsqu'il y a un incendie dans la maison, on n'a pas besoin d'annoncer, ne serait-ce que de fumer les annonces. Alors je pense que de manière brossée, avant d'entrer effectivement dans le but du sujet, nous y reviendrons pour d'autres détails supplémentaires au besoin. Précisément. Et je rappelle que cette description n'est pas exhaustive. Quand on veut connaître l'homme et son œuvre, on ne finirait pas cette émission qu'on n'aura pas fini d'égrener toutes les perles de ce chapelet assez honorable. On nous signale que l'élément prévu tout à l'heure est prêt. Je rappelle que ce sont les faits et rien que les faits. La parole est donnée à Maître Agé qui représente justement les intérêts du groupe Dampoullo dans cette affaire. Nous l'écoutons. Nous voulons dire que courant 2022, courant 2018, autant pour moi, les sociétés Best Inver ont été approchées par la First National Bank à l'effet de lui accorder un crédit devant servir à l'achat d'un immeuble. Alors, l'élément sera revu tout à l'heure dans son intégralité. Mais André Fissel-Fonga, vous suivez cette affaire depuis le début. Il revient avec un souvenir qu'on a discuté de cette affaire déjà sur ce plateau au tout début. Cet acharnement, c'était l'expression que vous aviez utilisée à l'époque contre cet investisseur camerounais, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement centrafricain s'attendait à ce qu'il soutienne dans une transparence et une équité toute faite les intérêts de ces de mettre un terme brutalement à ce contrat. Alors, je voudrais saluer la brève présentation du président Baba Amadou Dampoullo par son porte-parole et dire que, comme vous l'avez bien précisé, ce n'est pas exhaustif, c'est juste brossé. Et ça, des Camerounais comme ça sont des perles rares. Et une perle rare se protège, une perle rare se conserve, une perle rare, on fait tout pour l'encadrer. Et aujourd'hui, le président Baba Dampoullo n'est plus seulement un homme d'affaires, c'est un label. Et un label, on le protège. Seulement le nom Baba Dampoullo est un label qui peut se vendre partout dans le monde entier aujourd'hui. Donc, nous devons être d'abord premièrement fiers que c'est un Camerounais qui
s'appelle Baba Dampoulou. Parce que comme le Nigeria est fier de Dangote, comme les autres nations ont leur champion, nous avons notre part de champion national qui s'appelle Baba Amadou Dampoulou. C'est un personnage qu'il faut protéger à tout prix et à tous les prix. Je précise bien à tous les prix. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Donc quand je le dis, c'était pour simplement planter le décor de ma démonstration. Chers amis, on est habitué à ce genre de situation. Et l'Afrique du Sud dont on parle aujourd'hui, on connaît ses habitudes. Ce n'est pas le premier Camerounais à être dans cette posture-là, dans ce genre de situation. Mais la situation de Baba Dampoulou est plus criarde que les autres. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous confisquez, même pas confisquer. Parce que quand on confisque, c'est qu'on vous remet peut-être en quelque temps. Vous arrachez, vous volez, vous bradez, vous braquez les biens de quelqu'un qui a travaillé pour investir, pour avoir ces biens-là. Vous venez braquer ça un matin comme ça et vous dites que non, c'est terminé pour lui. Non, soyons sérieux. Je pense que la situation telle que nous la connaissons, c'est une situation de hold-up. Et en réponse du hold-up, on doit mettre tous les moyens légaux pour que nous puissions mettre fin à ce hold-up. Nous pensons que la justice sud-africaine était une justice humaine, mais on se rend compte que c'est une justice des non-humains. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de ces propriétés qu'il a acquises en Afrique du Sud. Oui. Et justement, à ce propos, Yango Djong, je me souviens d'une interview réalisée en 2015 par le journal Ecofin qui posait justement la question à Baba Dampoulou quant à savoir comment il s'est approprié tous ces investissements en Afrique du Sud. Et il révélait alors ces choses assez choquantes. Quand il est arrivé, c'était encore sous le régime de l'apartheid. Il vivait ces derniers instants, mais c'était toujours aussi compliqué. Les 20% de la population blanche détenaient les titres et ne les vendait pas aux Noirs. Il a dû passer par des intermédiaires. Il a dû ne même pas se montrer afin de les acquérir. Le marché de l'immobilier a explosé des années plus tard. Aujourd'hui, jusqu'à date, avant cette affaire, il faisait partie des plus grands investisseurs dans le domaine de l'immobilier en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut y voir dans cet acharnement autre chose qu'un apartheid économique? Là, vous me posez une question. Je vais répondre. Puis après, je vais venir dans mon angle à moi de perception et de traitement de ce qui me mène ici. C'est très évident. Quand on a l'historique de ce... Parce que là, aujourd'hui, on a des gens, des téléspectateurs, qui peut-être suivent cette affaire pour la première fois. Il était très important, fondamental pour eux, qu'ils aient déjà l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils aient l'information. Et étant donné que nous préparons une édition là-dessus, je vais donc d'abord peut-être commencer en 2 secondes par dire ce que la réalisation peut-être ne peut même pas encore dire. Monsieur Baba est donc abordé par une banque. C'est ce qu'on fait dans les grands pays. Quand votre compte tourne, on vous appelle, la banque vous appelle pour vous dire mais je vois que ton compte tourne, mais tu n'as pas... Il faut mouvementer ça. Il faut que on vous incite au crédit. Parce que c'est à travers les crédits qu'il y a donc toutes les commissions, les prêts, les agios et que la banque vit. Monsieur est donc appelé pour prendre des crédits. Et en 2018, c'est ce que nous appelons dans notre enquête. Et il commence à rembourser. Quelques temps après, l'équipe managériale est changée et la nouvelle équipe lui impose de nouvelles règles. Alors ici, tel que je sais comment fonctionnent certaines personnes, ce changement était stratégique. Le but, c'était de faire ça. Parce que les anciens ne pouvaient pas le faire. C'est comme ça qu'on fait. Nous avons ça dans notre affaire de transport aérien où on vous change de directeur juste parce qu'il est question que les nouveaux tuent un secteur, une sous-région qui est assez fragile. Et pour que les compagnies occidentales soient les seules à opérer là-bas.
ça se fait. Je ne serais pas surpris, d'ailleurs je suis très convaincu que ce changement ne visait qu'à poser cet acte, parce qu'il est puissant cet acte, monsieur. Nous parlons des milliards de francs CFA. Même en Amérique du Nord, 22 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Alors, quand donc maintenant ces gens, parce que tel que je sais comment ils fonctionnent, ils ont dû enquêter, voir comment il a fait et d'où il vient. Parce que la camerounité de l'homme est pour beaucoup dans ce... ça aurait été pour l'Afrique noire, un Nigérian. Courant 2000... Vous n'auriez jamais... C'était impossible. Ça aurait été un Maghrébin, c'était impossible. Ça aurait été un Occidental, alors ils n'auraient même pas pensé. Ils ont cherché, qui sait, comment il a fait pour arriver à ce niveau, à nous prendre autant d'espace, autant de parts de marché 22. Chez nous. Et surtout, il sort d'où? Du Cameroun. Là, on peut lui faire ça. On peut lui faire ça. Alors, quand on en arrive à comment il a fait, ils ont tout son historique. Il a acquis ça en quelle année, tout ça en quelle année? Au moins, c'était difficile. C'est un battant. C'est un battant. Et là, maintenant, je crois qu'ils découvrent que c'est vraiment un battant. Il ne se laisse pas faire. Donc, il faut le casser. Sauf que la façon dont cela se passe, je crois que Peter Botha disait, les Noirs se fâchent de nous, mais ce n'est pas nous qui avons créé l'idée de puissance. Tout le monde a une idée de puissance. S'ils sont faibles, c'est tant pis pour eux. Mettez-les entre eux, ils vont se déchirer. C'est un Noir qui dit l'Afrique du Sud aujourd'hui. Cyril Ramaphosa. Ils ne peuvent pas dire que la justice est indépendante. Ça n'existe pas dans certains cas de figure. Je suis du transport aérien et je suis un commercial. Je suis un syndicaliste transport. Et dans les échanges internationaux, je sais comment fonctionnent les pouvoirs exécutifs. Le pouvoir peut se cacher et il ment derrière la liberté de justice, de la liberté, comment vous appelez ça? Le pouvoir judiciaire. De la justice. Complètement faux. Alors, si on résume, vous dites que les événements qui se sont enchaînés depuis le changement à la tête de ce consortium qui a arraché les biens de Baba Dampulo jusqu'à sa camerounité, tout ceci est lié. Tout ça est lié, tel que notre enquête le ressort. Nous comprenons que c'était un projet bien pensé, c'était un projet bien fait. De ces biens immobiliers. Écoutez, je vous dis, parce que tel que nous on a mené l'enquête, nous avons cherché les répliques. Qu'est-ce que les autres en face disent? J'ai mis mon équipe au travail toute la journée depuis avant-hier. Qu'ils nous disent, parce que eux, c'est le porte-parole, il ne pourra dire que du bien, évidemment. C'est son rôle. Mais je ne suis pas tenu d'écouter ce qu'il dit. Vous êtes dans les faits. Il faut que j'enquête, que je vois ce que ses adversaires également racontent. Nous avons cherché. Nous avons vraiment fouillé. On a vu des commentaires. On n'a pas vu des faits. Le dernier, en date, c'est il y a quelques heures que ça a été posté, où ça a été toute une litanie de commentaires. Et le seul mot que j'ai retenu, c'est que M. Baba augmente fallacieusement la valeur de ces biens. C'est 65 milliards. C'est ce que j'ai retenu. Et le débat s'est complètement déplacé. Non, il est bon. Nous, c'est très cohérent, c'est bon, c'est juste. Nous, ça nous a beaucoup plu en tout cas. Et nous avons répondu. Nous relançons parce que nous, on va écrire dessus bientôt, s'il vous plaît, monsieur. Dites-nous donc, 65 milliards, c'est la valeur comptable des biens matériels, ou bien vous avez pris en compte la valeur d'utilité. Parce qu'en matière d'évaluation d'entreprise, il n'y a pas que la valeur comptable. Il y a la valeur d'utilité qui fait partie de la valeur. Avec au cas où vous avez créé un dégât, avec tous les dédommagements qui vont avec. Alors, si vous arrivez à 65 milliards, la valeur comptable des bâtiments, pour un prêt de 22 milliards de francs, et vous dites que les autres sont à 259 milliards, il n'y a pas de hiérarchie dans la démesure. Dès que vous sortez de 22 milliards et vous arrachez 65 milliards, c'est fini. Vous êtes un braqueur professionnel. Vous êtes déjà dans l'irrégularité, pour dire le moins. Les juristes vont utiliser les termes, moi j'utilisais des termes bateaux. Vous êtes déjà dans l'irrégularité. Comment pouvez-vous saisir et vous mettre avant tout de suite des biens de 65 milliards pour un prêt
de 22 milliards qui était déjà en cours de paiement et pour lequel le client vous a donné des garanties de paiement. Donc ici, nous sommes dans un cas véritablement de discrimination. Et je le dis, comme on dit au village, tel que aujourd'hui, mais de temps en temps, je peux me laisser aller en tant qu'homme. Comme on dit au village, c'est la patate, de Macabo a dit la patate, c'est toi qui as voulu qu'on te mange cru. Parce qu'on a essayé de la faire avec lui, c'était pas la même histoire. C'était pas la même histoire. Justement, on va revenir sur vous, John Yango. Juste le temps, Maître Franklin Nuedieu, c'est qui, je ne veux pas dire fâche, mais qui divise l'opinion publique aujourd'hui, nationale en particulier. C'est la réponse apportée par l'investisseur, le panafricaniste Baba Dampulo dans cette affaire. Il a saisi le gouvernement camerounais afin d'utiliser les voies légales pour entrer en possession de ses biens et éventuellement utiliser la voie diplomatique. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous légitimez cette action prise contre MTN qui aujourd'hui voit ses comptes saisis à tout le monde en faveur de Baba Dampulo dans cette histoire? Alors, c'est compliqué je vais procéder à rebrousse-poil parce que les précédents panélistes ont abordé la portée politique, les enjeux politiques de la situation. Il est important pour qu'on comprenne très bien, parce qu'on reviendra à ces enjeux politiques-là, pour que l'on comprenne très bien pourquoi on a la tentation de faire cette analyse politique-là, que l'on revisite les faits. Pour visiter les faits, il faut rappeler ce qu'on n'a pas pu avoir comme élément. En 2018, je crois que M. Yangola a relevé, c'est bien de le rappeler. Quand vous avez un certain niveau de consistance financière, c'est la banque qui vient vers vous. Les milliardaires ne vont pas demander le crédit. C'est la banque qui vient dire, bon, tu as de l'argent qui tourne, comment on fait? Dans quel secteur tu peux investir? Parce qu'ils savent qu'avec toi, ils ont toutes les garanties qu'ils seront remboursés. Et la situation du président Baba Amadou Dampulo en Afrique du Sud était suffisamment saine financièrement et économiquement pour qu'on puisse lui proposer cela. Lorsqu'en 2018, il signe la convention de crédit avec la First National Bank, il se met à rembourser. Sauf que à côté de l'élément dont parle M. Yango, il y a un autre facteur, c'est que la crise à coronavirus arrive en Afrique du Sud en 2020. Et cela a un effet sur l'ensemble de la structure économique des hommes d'affaires et entraîne un certain nombre de retards, un certain nombre de défaillances, un certain nombre de difficultés que chacun peut observer. Et à cette époque-là, le président Baba Amadou Dampulo est appelé à s'expliquer. Et il explique pourquoi est-ce que on peut avoir, oui, il peut avoir des retards dans les paiements. Je crois qu'à ce moment-là, la banque comprend très bien, parce que c'est une situation exceptionnelle qui fait que chaque État a dû s'organiser pour protéger les investissements. Et donc, d'ailleurs, l'Afrique du Sud n'est pas épargnée. En 2020, il y a, comment on appelait ça à cette époque-là, confinement. Il y a confinement. Il y a confinement. Et donc, après cela, je crois que cette période où ils n'ont pas travaillé, ça a permis de mettre en place la stratégie qui consistait à modifier les dirigeants et donc à déclencher le processus de spoliation. Mais moi, je ne voudrais pas encore aborder le caractère politique de toute cette affaire. Il se trouve qu'effectivement, il y a ces actes judiciaires qui, jusqu'aujourd'hui, ne trouvent aucun fondement à la fois bancaire, mais également juridique. Et on va pouvoir le démontrer. Vous parlez des expropriations. L'ensemble de la procédure judiciaire sud-africaine souffre tellement d'entraves qu'il est difficile de lui apporter un quelconque crédit juridique, un quelconque crédit objectif. Maintenant, la décision
aujourd'hui dans notre édition spéciale La vérité des faits sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques années déjà. Les derniers événements nous forcent justement à prendre la parole ce soir pour rétablir ce qui est et qui malheureusement est inconnu du grand public. Maître Franklin Nyondio, vous aviez la parole et vous nous expliquiez que dans toute la procédure judiciaire qui a conduit malheureusement à l'expropriation du géant africain camerounais, il se trouve des irrégularités criades qui ne peuvent être tolérées. Et elles ne peuvent même pas être comprises, a fortiori être tolérées. Il est difficile juridiquement de les comprendre. Et j'ai dit que nous allons pouvoir désubstantialiser l'ensemble de la procédure. Mais pour y parvenir, il faudrait que nous placions les bornes là où il faudrait qu'elles soient placées. Donc une fois que cela est fait, la procédure, l'acte, le verdict est rendu et l'ensemble de ce que nous connaissons tous est fait, c'est-à-dire spoliation, bradation et rétrocession de l'ensemble de ces biens à des Sud-Africains, des nationaux sud-africains. On fait le bond jusqu'à arriver au Cameroun où, mais avant le bond, il faut rappeler que le président Baba Dampulo entreprend des démarches diplomatiques, à la fois au niveau de l'Union africaine, mais également avec le Cameroun. À l'Union africaine, c'est le président sénégalais qui était à l'époque en président en exercice de Macky Sall. C'est lui qui entreprend les démarches diplomatiques en Afrique du Sud pour essayer d'abord de mettre en lumière les irrégularités et puis de corriger le préjudice qui a été subi. Ces démarches sont infructueuses. Le Cameroun entreprend également des démarches en envoyant en Afrique du Sud nombre d'émissaires avec des requêtes tout à fait précises et tout à fait fraternelles pour essayer de trouver une porte de sortie apaisée à ce différent opposant, le groupe Best Inver du groupe de Baba Dampulo et la banque sud-africaine. Cela aussi s'avérera. L'affaire est d'ailleurs portée devant les députés qui, à l'unanimité, décident de continuer la voie diplomatique afin de trouver un consensus. Et dans le même temps, un certain nombre d'actions sont mises en place pour continuer la spoliation ou en tout cas pour la confirmer. Et donc, le président Baba Amadou Dampulo, là, d'entreprendre des mécanismes juridictionnels ou en tout cas non conflictuels, non judiciaires pour résoudre le problème, et se voit obligé de saisir le tribunal de première instance de Bonanjo pour lui demander de protéger ses intérêts en disant le droit. Sauf que il prend sur lui de ne pas aller au contentieux. Il saisit le juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge des urgences. Pourquoi saisit-il le juge des urgences? Parce qu'en la matière, il fallait que très rapidement, des mécanismes économiques internationaux se mettent en place pour distraire ces biens. Puisque on peut le céder, on peut prendre mon bien, on le cède à André Christelle Fanga, qui par des mécanismes extrêmement tordus, les cède à d'autres personnes, et puis après, récupérer, ça devient complexe. Donc il faut saisir rapidement le juge des référés. Le juge des référés étant capable de rendre une décision immédiate. C'est la raison pour laquelle le juge des référés va dire, après échange dans son bureau avec les parties, parce que c'est un verdict non contradictoire. D'accord? Le jugement en référé non contradictoire, on échange avec vous, il n'y a pas de contradictoire, et on pose la question à chacune des parties pour comprendre ce qui se passe. Et donc c'est à partir de ce moment où le juge se dit il faut prendre des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires consistent ici à créer un compte séquestre dans lequel on va mettre l'argent appartenant aux sociétés MTN Cameroun et Chococam. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Cet argent-là n'est pas attribué au groupe Best Inver ou au milliardaire Baba Amadou Dampulo. Non. Il est simplement mis en réserve en disant trouvons rapidement une solution consensuelle au problème et puis chacun rentre dans ses droits. C'est simplement ce qui est fait. Sauf que ces derniers jours, nous assistons à une levée de bouclier, une furia médiatique contre Baba Amadou Dampulo, organisée par ces entreprises au Cameroun, notamment MTN, et dont le principal argument c'est de dire le groupe Best Inver, qui est le groupe du milliardaire Baba Amadou Dampulo, est rentré dans une convention avec la First International Bank, qui est une société de droit privé sud-africain, et que ce conflit privé ne les concerne pas. C'est le principal argument. Alors, MTN et Chococam, une façon de dire qu'ils sont épargnés, ils sont des tiers qui sont en rien concernés par cela. Et donc ils se mettent. Je voudrais rappeler ceci, ce sera l'argument premier. MTN et Chococam sont des entreprises privées qui ont pour actionnaire principal la Public Investment Corporate.
c'est un fonds de pension des fonctionnaires sud-africains qui lui-même est actionnaire de la First Rand Bank, dont la First National Bank est une filiale. Bien sûr. Je crois qu'après avoir dit ça... Et c'est à la tête de la First Rand Bank qu'il y a eu ce changement. Tout à fait. Vous comprenez donc que si, à la tête de la First Rand Bank, on change les dirigeants, lesquels dirigeants prennent des décisions qui remettent en cause une convention bancaire qui a été passée entre une filiale et le milliardaire Baba Dampulo, les entreprises camerounaises qui sont aujourd'hui touchées ne peuvent pas dire que ça ne les concerne pas. Alors qu'une société qui n'était a priori pas partie à la convention bancaire, elle a pris une décision qui impacte la dite convention bancaire. Ça veut dire qu'en tant qu'actionnaire, on a le droit de les poursuivre jusque dans l'ensemble des intérêts qu'ils peuvent avoir à travers le monde. Et notamment, le président Baba Amadou Dampoulou avait raison de revenir au Cameroun. Il ne devait pas aller en Chine chercher les intérêts sud-africains ou les intérêts de ce groupe-là. Donc c'est légitime que vous reveniez au Cameroun, que le juge des référés s'en prenne aux sociétés dans lesquelles ces sociétés-là sont des actionnaires principaux. Ça, c'est l'argument premier. Et je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de tous ceux qui nous écoutent. On n'a pas pris MTN juste au hasard. On n'a pas pris Chococam juste au hasard. C'est parce qu'il y a une collusion économique, il y a une collusion financière réelle, factuelle entre ces entreprises-là et les parties en cause en Afrique du Sud. Ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Ensuite, lorsque le juge des référés est saisi, vous voyez qu'il a la subtilité de ne pas mettre les sous qui sont pris à la disposition pour parler de justice, parce qu'on remet en question facilement l'acte judiciaire qui a été pris au Cameroun. Mais il faudrait que les gens comprennent très bien. Il y a cette expression qui revient. La collusion n'existe pas à partir. La collusion n'existe pas à partir du moment où le juge n'a pas remis l'argent au milliardaire. Il aurait pu prendre la décision de remettre et attendre que les parties aillent contester sa décision. Mais non, il est resté dans une démarche purement judiciaire et juridique qui consiste à dire je mets l'argent de côté, c'est une mesure conservatoire en attendant le verdict contradictoire après un jugement contradictoire entre les parties. Ce n'est qu'après cela qu'on pourra décider si l'argent est remis entre les mains, remis au groupe ou alors restitué aux entreprises ou alors remis au groupe Bestinver dirigé par le président Baba Amadou Dampoulou. Jusqu'ici, le milliardaire Baba Amadou Dampoulou est dans ses droits et a suivi uniquement le droit. Jusqu'ici, on est dans le droit. Après, on pourra aller, vous verrez que après les démonstrations purement juridiques, on pourra se livrer à l'analyse téléologique de l'esprit de l'action de ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais pour l'instant, il faut que pour le moment, on dise que lorsque vous avez pris, à la demande même sur incitation de votre banque, lorsque vous avez pris 22 milliards en francs CFA de crédit, que vous en avez remboursé 2, qu'il vous en reste 20, la banque, si vous n'êtes pas solvable, d'accord, si vous ne respectez pas les échéances, parce qu'il faut bien qu'on nuance, vous pouvez ne pas respecter les échéances, mais être solvable, mais refuser de respecter les échéances. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y a des actions en droit que l'on appelle notamment actions poliennes, actions obliques, qui permettent de récupérer l'argent d'un débiteur qui refuse de payer alors qu'il est solvable. Donc, on peut expliquer ça plus tard, mais je voudrais qu'on comprenne très bien qu'il y avait des garanties. Donc, on aurait pu réaliser simplement la garantie de cette convention-là. Puisque pour donner les 22 milliards, la banque a dû constituer une garantie. Et suivant les recherches que nous avons faites, la garantie, c'était l'immeuble acquis. Qui, lui, soit dit en passant, avait beaucoup plus de valeur qu'en 2018. Et donc, la banque aurait pu réaliser le remboursement des montants dus seulement sur la vente de cet immeuble. On ne comprend pas pourquoi il a fallu associer l'ensemble du patrimoine immobilier du président Baba Amadou Dampoulou au remboursement de 22 milliards ou 20 milliards de francs CFA. Donc, il faut bien comprendre qu'il y avait, vous voyez pourquoi je dis que progressivement, on va devoir se livrer à l'analyse politique, sociologique, téléologique de ce qui se passe, parce que au fur et à mesure qu'on va évoluer dans l'argumentaire juridique, on va s'apercevoir qu'il y a des failles. La liquidation d'un patrimoine de 350 milliards est un postulat suffisant pour battre en brèche l'idée, parce que M. Yango évoquait tout à l'heure, avant qu'on ne vienne sur votre plateau, nous avons reçu un pamphlet de gens qui ont écrit des choses terribles à lire sur cette affaire en général et sur le président Baba Amadou Dampoulou en particulier. Il y a quelque chose que j'ai lu, parce qu'il est important de déconstruire, de désubstantialiser cet argumentaire-là. On dit, il s'est autoproclamé
l'homme le plus riche d'Afrique. Alors qu'il a des crédits. Moi je dis, vous pensez que le président Baba Amadou Dampoulo a commandé un ranking au journal Forbes puisqu'il conteste la position de Baba Amadou Dampoulo? Pourquoi ne conteste-t-il pas celle de... Pourquoi ne conteste-t-il pas celle de Dangote ou des autres? Et qu'est-ce que cela a à voir? C'est un argument spécieux. Qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure en cause? Pour bien évidemment, assez poreusement, justifier cette ligne d'attaque-là, ils disent que le président Baba Amadou Dampoulo est habitué des crédits et qu'il avait pris un certain nombre de crédits et qu'il avait du mal à payer. Ils en ont cité quelques-uns, je vais vous dire. Ils ont dit qu'il a des crédits notamment de 17 milliards, de 8,5, de 6,9, de 4,6. Quand vous additionnez, ça ne fait pas 30 milliards. On parle de Baba Amadou Dampoulo. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on comprend. Vous voyez, il y a quelque chose. Et puis, ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque vous dites de quelqu'un qu'il est autant solvable auprès des banques, ça veut dire que l'ensemble du système bancaire anglo-saxon lui fait confiance et sait qu'il est solvable. Donc, on revient donc tout à l'heure quand j'ai dit qu'il faut faire la nuance entre le refus de payer et la solvabilité. Revenons, il est solvable. Quand quelqu'un est solvable, même au niveau microéconomique là chez nous, lorsque vous ne remboursez pas, qu'est-ce que la banque fait? Si elle s'aperçoit que votre entreprise tourne, que vos immeubles sont là, que vous avez des affaires, on vous donne notre crédit, on rééchelonne. On rééchelonne le crédit. Donc il n'y avait aucun intérêt particulier pour la banque à réaliser les garanties ou à rompre la convention bancaire avec le président Baba Amadou. Comme vous l'avez expliqué, ces affaires tournaient plutôt bien. Il était plutôt dans le succès flagrant et foudroyant. Voilà. Donc, c'est ce succès-là qui a causé les problèmes. Il n'y avait pas matière à faire ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas matière. Et donc, sur ce premier jet, je voudrais sortir en expliquant que quand bien même il aurait été, il n'aurait pas payé. Quand bien même il serait en retard. Il y a des mécanismes juridiques, notamment, je l'ai énoncé tout à l'heure, l'action polienne, l'action oblique, qui permettent à une institution bancaire de voir le juge qui va leur donner l'autorisation d'aller se faire payer chez les débiteurs de Baba Amadou Dampoulo. Ça veut dire qu'il a un immeuble par exemple. Il a un immeuble commercial. Et il y a des locataires qui louent et qui lui payent Alors on va voir les locataires, on lui dit désormais vous payez dans ce compte-ci. On saisit les locataires. C'est tout. Le crédit foncier fait ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Action polienne, action oblique. L'action polienne, c'est peut-être je n'ai pas les moyens de récupérer mon argent quelque part. La banque va récupérer parce qu'elle a de bons avocats, parce qu'elle a un bon entregent judiciaire. Ou alors, je refuse moi-même de payer, donc je suis de mauvaise foi. Le juge dit, allons récupérer ça chez ceux qui lui doivent de l'argent. Donc il y avait une sorte de privilège du trésor. Il y avait moult procédures pouvant permettre, si le processus sud-africain était juridique et de bonne foi, s'il était juridique et de bonne foi, il y avait moult procédures permettant effectivement de réaliser le remboursement des montants dus. Et on n'était pas encore à échéance. Nous y reviendrons et cela permettra, je l'espère, de creuser le tunnel qui nous permettra de rappeler à l'Afrique du Sud son histoire, l'apport des pays africains, notamment le Cameroun, et le rôle que des personnes comme Baba Amadou Dampoulo ont joué dans la fabrication de la nation arc-en-ciel dont tout le monde peut être fier aujourd'hui. Alors je suis sûr que vous avez le matériau nécessaire pour creuser ce tunnel. Restez avec nous sur DBS Télévision, vous aurez l'entièreté, vous aurez une vue plus holistique sur cette affaire. Vous n'avez plus à vous en prendre uniquement à ce que vous entendez ici et là, à ces bouts qui ne ressemblent point à qui ressemblent peut-être à la vérité mais qui ne le sont pas. Avant de progresser justement dans l'analyse de cette affaire, notamment les points juridiques mais aussi stratégiquement, politiquement et économiquement, dites-nous comment est-ce qu'il a vécu ça dans sa chair. On sait que c'est une affaire que lui pend au nez depuis près de 2 ans déjà. On sait aussi que c'est un homme qui, et j'en veux pour preuve, pour mon simple exemple, qui emploie de nombreux Africains triés parmi la tranche jeune. Comment est-ce qu'il a vécu ce coup, cet énorme coup que qu'il a reçu en Afrique du Sud? Merci infiniment de me poser cette question, mais avant d'y aller progressivement, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt
l'intervention des maîtres est une intervention très satisfaisante pour ceux qui sont à la recherche de la vérité. Bien sûr. Aujourd'hui, Maître a évoqué un point que nous avons vu tous avec stupéfaction, parce qu'aujourd'hui, je pense que dire de Baba Amadou Dampolo que lui s'autoproclame quelque chose, c'est le connaître mal. Je suis la personne indiquée puisque c'est moi qui suis face à la presse, à la doléance et bien d'autres. Avant que Forbes ne déclare Baba Dampolo numéro 1, il a passé plus de 2 ans, 3 ans à chercher à voir M. Dampolo. C'était très difficile. Jusqu'aujourd'hui, ils l'ont d'ailleurs dit. Ça n'a pas été facile. Parce que lui, jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui le côtoient au quotidien, ils doivent te dire que Baba Dampolo ne se voit pas comme on a l'habitude de l'attribuer. Je te rappelle qu'il est l'une des rares personnes dans ce pays, malgré tout ce qu'il a bâti comme un empire, n'est-ce pas, rester humble. Il ne connaît pas la différence entre celui qui a des moyens et celui qui n'en a pas. Alors s'autoproclamer, c'est une aberration. Je pense que ce discours partisan tendance à détourner des Camerounais de l'essentiel que Maître et autres ont expliqué pour étayer la lanterne et l'opinion quant à la situation de Bestinver aujourd'hui et la situation de M. Baba Amadou Dampolo. Et je vais dire quelque chose de très pertinent. Baba Amadou Dampolo, il y a plus de 30 ans, dépassé le niveau qu'on lui attribue aujourd'hui. C'est en toute modestie que le classement et les moyens qui lui ont été attribués, il les a acceptés en toute modestie. Mais j'en invite à ceux-là qui ne connaissent pas qui est Baba Amadou Dampolo de faire un tour seulement dans nos ranchs, entre Ndawara, El Baranch et bien d'autres. Ils comprendront, parce qu'il n'est pas roi du thé au hasard. Allez, ne serait-ce que pour celui qui a 2 ou 3 hectares au centre-ville comprendra autre chose. À plus forte raison, si vous visitez nos domaines entre Douala et Yaoundé et bien d'autres, jusqu'à l'étranger. En toute humilité, nous n'allons pas donner l'opportunité aux jaloux de comprendre réellement qui il est. Mais maintenant qu'on on a l'opportunité, je pense que c'est une aubaine pour dire que... on va dire, c'est une belle distraction pour eux. Ils peuvent polémiquer. Bien sûr, bien sûr. On peut les laisser faire. On peut les laisser faire, ça ne nous gêne pas. Du tout. Bien sûr. Et je veux dire, vous avez posé la question quant à l'état de M. Baba Amadou Dampolo. Il ne se porte pas très bien, naturellement, mais il a ce qu'on appelle en anglais le self-control. C'est-à-dire, étant un homme qui a la croyance en Dieu et qui croit en la force de la nature, à la providence, et je pense qu'il garde l'espoir. Parce que lui-même dit au quotidien, lorsque vous avez acquis votre bien par les efforts et que vous n'avez pas triché, vous n'avez pas fait autre chose, tout naturellement, lorsqu'il vous arrive quelque chose, vous allez espoir en ce que vous allez retourner à ce que vous avez eu, n'est-ce pas, par un travail de dur labeur. Il ne se porte pas très bien, naturellement, mais il garde l'espoir, et l'espoir vient du fait que, malgré des oiseaux de mauvais augure qui disent des choses de part et d'autre, nous avons le panafricanisme, nous avons la nation tout entière. Aujourd'hui, je suis débordé et les conseillers régionaux, les hommes d'État et bien d'autres nous écrivent pour une motion de soutien d'ici jusqu'à l'étranger. Seulement hier, pour dire, entre le Nigeria, la France, la Suisse, je ne peux pas vous dire quelque chose. C'est devenu réellement diplomatique. Peut-être c'est ça qui met à mal certaines personnes qui ne croyaient pas que nous pouvons en arriver là. Ben voilà, nous en sommes là et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Il faut rappeler que DBS Télévision est justement l'une des propriétés du milliardaire qui, à travers cette télévision qui se veut panafricaine aujourd'hui, lutte pour l'émergence de l'Afrique. Il faut se rappeler d'une interview qu'il a donnée. Il disait que ceux qui restent en Afrique, c'est eux qui réussissent. C'est dire tout l'amour qu'il a pour son continent et c'est bien malheureux de voir ce qui lui arrive en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, justement, parlons-en avec vous. 2 faits. Le premier remonte au 4 septembre 2019. Des Nigérians, des propriétés nigérianes sont attaquées en Afrique du Sud. Ça crée un tollé et la même année, le Nigeria refuse en représailles de participer au forum économique, ferme ses représentations diplomatiques et suspend MTN. Il faut rappeler que le Nigeria, c'est quand même 190 millions de personnes d'abonnés de MTN. Est-ce que vous pensez que la réponse du Cameroun même est à la hauteur de l'affront fait à Baba Dampolo quand on fait la comparaison? Écoutez, j'avais dit dans l'une de vos émissions ici que c'était une tentative de meurtre. Les Sud-Africains, c'est des meurtriers. Ils voulaient tuer un champion, un label. Pour s'en garder. Mais c'est des assassins. C'est une image. Parce que vous ne pouvez pas un seul instant, en un jour, décider de prendre des investissements aussi costauds à un homme d'affaires. Et vous voulez qu'il reste debout, c'est pour qu'il fasse une crise d'AVC. Bien sûr. Donc c'est une tentative d'assassinat. Mais heureusement, le porte-parole l'a bien dit, c'est un homme de foi. C'est un homme humble. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien. Parce que employer
des Camerounais, des Nigériens, des Sud-Africains, des Indiens, des Français, des Suisses, partout. Il y a les emplois, les traces de Baba Dampolo comme employeur. Et vous vous levez un matin parce que quelques individus avec quelques intérêts se sont assis à la tête d'une banque et ont décidé que bon, ok, comment on fait même pour récupérer? Parce que la vérité c'est que il y a un vieux contentieux en Afrique du Sud. Les Blancs savaient que quand ils partaient, ils ne pouvaient plus revenir. En fait, ils ont cédé une part de beaucoup de biens parce qu'ils savaient que les Sud-Africains, comme ils sont xénophobes, ils sont sauvages, ils vont s'attaquer aux maisons. Donc, il faut céder rapidement les immeubles et tout le reste là pour rester seulement avec les avoirs bancaires. C'est-à-dire, ce qui est volatile, ça peut partir, on peut transférer dans un compte. Vous voyez un peu dans la finance internationale, on peut balancer ça rapidement. Donc, les immeubles là, restez avec. Donc, aujourd'hui, on sait que les immeubles, ça devait disparaître. Comme les Africains sont sauvages, ils devaient s'attaquer aux immeubles, c'est-à-dire aux biens immobiliers, donc ils allaient détruire ça. Donc, Baba Dampolo, en fait, c'était une fémania qu'on voulait organiser autour de Baba Dampolo, sachant qu'il va payer son argent et les Sud-Africains vont venir détruire à cause de la xénophobie, à cause de tout ce que nous connaissons. Malheureusement, parce que le pays était instable à cette période-là, mais comme c'est un homme de cœur, c'est un homme qui prend des risques. Parce qu'investir en ce moment-là, il faut croire à un pays pour investir. Hein? Bien sûr. En une situation où l'Afrique du Sud était, il fallait avoir le cœur pour aller investir en Afrique du Sud, pour investir son argent. Et nous, il y a les traces, comme le président Baba Dampolo le dit, je peux vous montrer les traces de comment j'ai fait pour acquérir ces choses-là. Et d'où est venu l'argent, comment j'ai travaillé. Ceux qui parlent même de Baba Dampolo, comme le disait le porte-parole, ne le connaissent même pas. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de bruit. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de cortège de voitures avec motard. Pour qu'on dise que voilà le milliardaire Baba Dampolo qui passe. Suivez mon regard. Bien sûr. Ceux qui livrent les 4-9. Et ils prennent les motards, mettent devant, ils disent qu'ils sont des riches. En fait, on voit votre regard. Non, okay, vous m'avez compris. Donc vous comprenez qu'en réalité, on est dans une histoire où la jalousie est là-dedans. Parce qu'on se rend compte que, mais comment est-ce possible un homme, un Camerounais de cette envergure vient être parmi les plus grands propriétaires immobiliers d'Afrique du Sud? Parce que quand on compte, il est parmi les 5 premiers. Vous comprenez peu. Donc, quand vous avez un homme dont on parle était parmi les 3 plus prestigieux de toute l'Afrique du Sud. De toute l'Afrique du Sud. Quand même, les Camerounais se vantent avec le Grand Mall. Vous allez voir le Grand Mall. Sans publicité. Je dis les Camerounais se vantent avec le Grand Mall. Allez voir le Grand Mall qui est en Afrique du Sud appartenant à Baba Dampolo. Vous verrez la différence. Celui-là, on peut en parler. Non, on essaie de mettre les Camerounais ou bien et tous ceux qui nous écoutent un peu au même niveau pour qu'on comprenne de qui on parle. Vous comprenez un peu. Ça, c'est seulement là-bas. Si on vit au Cameroun, n'en parlons pas. Alors au Nigeria, on n'en parle pas. Non, ce n'est pas un homme qu'on peut ramasser comme ça avec des pincettes. Non, soyons sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, cette situation, c'est une situation où la politique doit être impliquée au plus profond. Parce que ce qu'on a fait à MTN et à Chococam n'est même pas. Moi, j'avais dit ici, et je l'avais annoncé, Baba Dampolo doit devenir propriétaire de MTN et de Chococam. Oh, donc, la situation doit être telle que le ministre de la Justice et tous les autres descendent et disent ok, on prend remettez-nous les clés de Chococam. On prend les clés de Chococam, on dit Baba, prends. On va à MTN, on prend les clés de MTN, on dit Baba, prends. Parce que ça ne vaut même pas ce que le préjudice d'abord moral. Vous imaginez le nombre de familles qui sont aujourd'hui en divagation? Ils sont nombreux. D'ailleurs, aujourd'hui, ils font la charité et c'est le même Baba qui les aide. Ils sont en pleurs. Il a du mal même à aller à Johannesburg, un peu partout, parce que les employés, ceux même des expatriés qui l'aident, des Camerounais et les autres, sont dans une situation embarrassante. Mais toujours en est-il, malgré la situation, on fait toujours la charité. Et ça s'estime par an en centaines de millions. Mais nous ne faisons pas la publicité parce qu'on n'en a pas besoin. Mais je vous prends un exemple. J'ai des opérateurs économiques que j'ai rencontrés, par exemple, qui sont installés en Afrique du Sud, qui ont dit, si on fait ça au Grand Baba, si on fait ça au Grand Baba, ce n'est pas des moindres opérateurs économiques dont je vous parle.
Mais il dit, si on fait ça au grand Baba, qu'en sera-t-il de nous? Exactement. On va aborder cette question primordiale même, qui fait partie des plus importantes auxquelles les réponses seront apportées dans cette édition spéciale. Et en John, dites-nous, dame de syndicalistes, pensez-vous que les Camerounais s'indignent suffisamment de ce qui arrive à leurs compatriotes? Et avec cette réminiscence, vous pensez... Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que peuple déjà? C'est vrai qu'au niveau des institutions, des choses sont déjà en train d'être faites, mais ce que certains Camerounais disent aujourd'hui est assez frustrant pour vous en tant que syndicaliste quant à ce bloc qui devrait être formé autour de Baba. J'avais pris plaisir à lire une publication d'un certain J.P. Morgan, les Camerounais. Il parlait des Camerounais avec la jalousie. Ça, je passe. Ce que je veux dire là pour répondre à votre question, c'est je ne fais pas une édition depuis des mois sur l'indépendance. Ça vous semble banal. Et pourtant, nous n'avons jamais... Quand on vous connaît, rien n'est banal. Nous n'avons jamais, les pays colonisés, n'ont jamais fait la psychanalyse de la colonisation. La colonisation a touché l'objectif, c'est nous décitoyenniser. Nous ne sommes pas citoyens de nos pays, nous sommes des vulgaires habitants. Il y a une différence entre habitants et citoyens. Un pays citoyennisé, une affaire comme celle-là, ce ne serait pas l'affaire de Baba Ousson. C'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire des partis politiques. Bien sûr. Il y a un pays ici à côté, je l'ai cité tout à l'heure. Vous ne pouvez même pas penser à lui faire ça. S'il vous prend la folie de le faire en 48 heures, ce n'est pas les juristes qui vont traiter ça. Bien sûr. Le Nigeria l'a fait. En 48 heures, vous revenez sur votre décision, sur vos actes. Il ne même pas de décision. Parce que je ne laisse pas appeler ça décision. C'est quelque chose d'élaboré, de clair, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas penser à faire ça à ce pays-là. Vous comprenez? Au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu ici? Vous parlez d'un pays où les compagnies aériennes viennent comme elles veulent, s'enrichissent chez vous. C'est un cas unique au monde, personne ne bouge. Même pas les partis politiques, ni les... Donc vous pensez bien, une affaire comme celle-là, quand on parle de Baba Dampoulou, le gars se dit, ah, lui mange le soir, moi je n'ai pas de quoi manger, je vais encore le défendre. C'est bien dommage. C'est comme ça qu'on réfléchit ici. Donc, syndicalement, je vais vous prendre quelques exemples. Souvenez-vous, monsieur. Souvenez-vous de l'affaire Bolloré avec le PAD du terminal. En 3 secondes. Vous vous souvenez? Tout ce que le DIT avait accumulé comme faute, comme non-respect des termes de contrat, son ministre était venu pour le défendre. Il avait dit arrogamment, je vais défendre le pavillon français. Donc je ne veux pas entrer dans vos détails de il n'a pas fait ça, il n'a pas fait cela. Je ne suis pas là. Je suis ici pour dire que c'est un Français et vous allez le remettre à cette place. Je vais prendre un autre exemple. Il a dit, les économistes ont dit que chaque pays a les moyens de son développement. Moi j'ajoute qu'en 2000, il lui reste 5 km². Vous connaissez l'histoire de... Ça s'est passé en 2018, où les autorités brésiliennes avaient saisi des bijoux et autres amusements de Biangema, du Théodore ou Biangema, en 2018. Actuellement vice-président. Pour 9 milliards. La Guinée équatoriale a déployé tout ce qu'il fallait pour reprendre, pour récupérer ses biens. Ça n'a jamais été restitué. La Guinée équatoriale a saisi 4 entreprises brésiliennes pour 80 milliards de francs, en représailles de 9 milliards. La Guinée équatoriale l'a fait. Faudrait bien le marteler. Hein. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale l'a fait. Pour 80 milliards. J'arrête tout ça. Je viens dire aux Camerounais qui croient, je sais pas, ceux qui sont sincères, démocrates. Oui, telle entreprise, c'est 800 employés, c'est 900, ça évolue chaque soir. Alors, les Sud-Africains qu'on a mis dehors en Afrique du Sud et qui souffrent, ils sont combien? MTN, là-bas, c'est un secteur vraiment privé. Ce qu'on a pris chez Vodafone, c'est un secteur privé. L'immobilier, les locations, et ainsi de suite. Ici,
MTN, c'est un secteur régalien de l'État. La télécommunication, c'est l'État. Maintenant, l'État peut dire, je confie ça, concède ça à un privé. C'est un seul de sous-traitant de l'État. Et il est prévu dans ce pays, ce qu'on appelle l'administration provisoire, liquidation et tout. Tout est prévu pour que, en cas de problème, l'entreprise ne meure pas. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils ont 900 employés, il faut donc faire attention à ça. On n'a pas fait attention aux 900 employés depuis de 30 ans en Afrique du Sud. Ça, c'est les emplois directs. Les emplois directs. On n'a pas fait attention à ça. Les principes qui régissent le transport aérien, mais en réalité, tous les échanges, hein, même là, il n'y a pas d'échange, mais c'est des échanges. C'est la souveraineté, ils sont 6. La souveraineté, l'égalité, la réciprocité, la dualité, la réglementation, l'autorisation. En fait, rien que la souveraineté à elle tout seul entraîne tout le reste. Et il faut avoir la culture de la souveraineté. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ça... Le diagnostic a été posé, vous avez parlé de l'absence de citoyens. Oui, et c'est ça qui fait aujourd'hui. Vous voyez de temps en temps, vous saisissez quelque chose de la Chine en Amérique. La Chine, il n'y a pas de problème. Saisis là-bas. Moi aussi, je saisis. Et tu nous dis que ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que les bijoux saisis au Brésil ont à voir avec les entreprises de travaux publics ça n'a rien à voir. Je me souviens encore de ce journaliste français qui me bombardait parce qu'en 2005, quand eux avaient dit que la Camel, ne vienne pas en France parce qu'on n'a pas un norme anti-bruit. Nous avons dit, il n'y a pas de problème. En attendant qu'on soit un norme anti-bruit, mais vous ne venez pas ici. Parce que, monsieur, dans les échanges, c'est que vous ne vous enrichissez pas chez moi tant que je ne m'enrichis pas chez toi. Et si, dans le cadre de la nature des échanges, je ne suis pas en mesure de m'enrichir chez vous, on va trouver une solution pour que, pendant que vous vous enrichissez chez moi, vous ne m'appauvrissez pas. Donc, si vous portez préjudice à mon concitoyen chez vous, dans la culture du manioc, je porte préjudice à votre citoyen ici dans la vente de diamants. C'est comme ça qu'on fait partout au monde aujourd'hui. Il y a ce vieux livre qui passait asiatique, j'étais encore très jeune, mais je ne peux jamais oublier, Changing the Rules, Pushing the Ladder. Il dénonçait ce que les pays occidentaux avaient fait comme habitude de pousser l'échelle qui les a aidés à s'élever en changeant les règles. Dès qu'ils sont arrivés à ce niveau, ils changent les règles. Ils poussent l'échelle. C'est exactement ce qu'on bien explique dans la guerre des monnaies. Et les pays asiatiques ont compris ça. Ok, ils se sont tus, ils ont évolué. Maintenant, quand vous poussez l'échelle, vous aussi poussez votre échelle. Absolument. Vous changez les règles, ils changent les règles. Mais c'est aussi la raison pour laquelle vous ne venez pas la Chine dans l'OMC. Voilà. Aujourd'hui, donc, franchement, syndicalement parlant, quand vous parlez, c'est le juriste, vous avez saisi les tribunaux, c'est parce que c'est notre pays qui veut que vous saisissiez les tribunaux. Le Nigeria ne doit jamais saisir les tribunaux. En 48 heures, les formations politiques et les syndicats et les sociétés civiles auraient réglé cette affaire. Ils n'en ont pas eu besoin. Et c'est comme ça que ça se passe. Et en 2019. Écoutez bien, si les banques devaient à tous les coups se saisir, s'approprier les biens des gens vraiment insauvables, mais les banquiers auraient tout saisi. Tous les pays auraient tout saisi, même les États-Unis. Tout, bien sûr. Or, il y a des règles qui vous disent non, vous pouvez pas vous mettre à saisir les choses des gens parce que vous l'avez fait des crédits. Ici, c'est un scandale, cette affaire. C'est un scandale. C'est-à-dire, ici, on a un cas de quelqu'un qui a des garanties, même s'il a fait 10 ans sans payer. Même s'il a fait 10 ans sans payer, il est capable de payer. Mais d'où vient que, avant le terme de votre convention, vous veniez saisir et le bien garanti dans l'objet du crédit, bien sûr, et tout le reste qui n'a rien à voir avec le crédit. Et vous venez nous dire, à quelques kilomètres plus loin, que ce que vous faites là ne nous regarde pas. Non, votre propre frère là-bas chez vous m'a fait ce qui ne le regarde pas.
il est allé au-delà. Il est allé au-delà de ce que nous nous sommes dit. Donc ne venez pas me donner des leçons. D'accord. De rester dans le cadre de ce que nous sommes dit. Donc quand je vais vous répondre, je vais conclure. Il faudrait que cette affaire, que les partis politiques comprennent enfin, et la société civile, quels sont leurs rôles dans ce genre d'affaires. Que l'on comprenne que cette affaire arrive en Camerounais, c'est à cause de nous. Il faudrait que nous nous mettions en situation de culpabiliser, comprendre que ce qui est arrivé là, c'est à cause de nous. Et qu'il faudrait réagir pour mettre fin à ça, même si la justice prend n'importe quelle décision là-bas, mais il faut que la société civile camerounaise, enfin, montre que ce pays est un pays qui a une puissance. Je vais vous dire, l'Amérique fait chanter les gens en double titre. C'est un grand producteur et c'est un grand consommateur. C'est pas toujours parce qu'il est très puissant militairement. Dès que je suis un grand consommateur de ton produit, je peux te faire du chantage. Bien sûr. Je peux décider de ne plus consommer. Donc, venez me dire qu'on est faible. Ah non, on importe beaucoup. Eh bien, puisque je suis faible, eh bien, puisque vous voulez me faire chanter, je ne consomme plus votre produit. Donc, nous ne dépendons pas d'Afrique du Sud. On est dans quelques entreprises ici. Je ne vois pas en quoi on dépend d'eux. Pour se laisser faire à ce niveau-là. Parce que je dis et je le répète, c'est la camerounité du propriétaire de Betsenver qui est à 100% l'explication, la cause efficace de ce comportement scandaleux. Bien sûr. C'est un accélérateur de particules de la décision de la Vous regardez l'édition spéciale sur l'affaire Baba Dampoulou. Récapitulons. Si vous nous prenez à l'instant, vous faites bien. Jusqu'ici, on a établi avec force et fait qu'il est victime tout simplement d'un acharnement, d'une xénophobie à nul autre pareil, et même d'un apartheid économique. Les biens du milliardaire ont été saisis illégalement, rendus possibles par un dispositif judiciaire aux ordres qui malheureusement n'a pas dit le droit et a volé, l'expression n'est pas suffisamment forte, les avoirs du PCA, du président El Hadj Baba Amadou Dampoulou. Vous ouvriez une case tout à l'heure, André Fanga, et c'est avec vous qu'on va l'explorer. Cette jurisprudence malsaine peut ouvrir la voie à toutes sortes de décisions iniques. Baba n'est pas le seul investisseur camerounais dans ce pays. D'autres investisseurs camerounais ont des possessions là-bas. Si rien n'est fait, quel pourrait être le risque justement de ces autres investisseurs camerounais, mais aussi, on le rappelle, c'est déjà arrivé en 2008, en 2019 avec le Nigeria, le Kenya et le Zimbabwe qui ont été ostracisés, dont les possessions économiques ont été ostracisées dans ce pays. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver si rien n'est fait, si pour cette fois encore, on laisse passer comme on a l'habitude? Vous savez, j'ai l'habitude de votre plateau et nous savons très bien les efforts intellectuels, les gymnastiques intellectuelles que nous déployons au quotidien pour soutenir la posture panafricaniste du président Baba Amadou Dampoulou et pour défendre les pays africains dans le rapport avec l'impérialisme occidental, dans le rapport conflictuel, dans le rapport de véritable guérilla civilisationnelle. Et donc, il faudrait bien que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ici et ailleurs, sachent que nous ne sommes pas dans une vendetta. Nous disons simplement que les enfants de l'Afrique, à un moment donné, doivent pouvoir se regarder en face et régler les problèmes qu'ils ont chez eux. Et la démarche qui est entreprise par Baba Amadou Dampoulou est une démarche qui brille par un caractère, par son épuration. C'est très pur, c'est limpide. Parce qu'il faut aussi reconnaître, si le président Baba Amadou Dampoulou a le moyen d'ici, malgré toute la situation que nous avons décriée là, et décrite là, de continuer d'aider ses employés en Afrique du Sud, c'est qu'il a les moyens de mettre en place un mouvement de grogne sociale ici. C'est-à-dire que s'il ne s'était pas fait de façon spontanée, il aurait pu, s'il le voulait, mettre en place des mouvements de réclamation, de révolte ici. Et un certain nombre d'organisations sociales ont suggéré cela, et il a dit non, à partir du moment où le pouvoir judiciaire a décidé de mettre en séquestre ses avoirs, observons. Et cela, ce caractère pacifiste est d'autant plus à saluer, et d'autant plus louable que le camp d'en face brille par des attaques ad hominem. Des attaques contre la personne
de Baba Amadou Dampoulou, on aurait pu encore comprendre que ces gens relevaient des arguments purement objectifs, scientifiques, juridiques, politiques et tout ce que vous voulez, mais il y a des attaques sur la personne. J'ai envie de dire, avant d'arriver à ce qui pourrait éventuellement advenir d'un point de vue politique et d'un point de vue psychomental dans l'esprit des Camerounais qui sont là-bas et d'autres Africains, que lorsque vous décidez de liquider un patrimoine d'un peu plus de 350 millions, milliards, autant pour moi, ce postulat seul est déjà suffisant pour battre en brèche la question de l'insolvabilité. Parce qu'il faut qu'à tout moment nous rappelions les faits. C'est clair. Parce que c'est basique, mais c'est important de le rappeler. Parce que malheureusement, l'argumentaire juridique n'est pas un argumentaire spécieux. On ne va pas dans le livre de philosophie chercher les arguments de droit. On va dans les faits, on va dans les lignes du code pour chercher les arguments de droit. Je dis que si vous liquidez un patrimoine de 350 milliards pour une dette de 20 milliards, c'est que la question de l'insolvabilité n'est pas en jeu. Et jamais la question de la valeur n'a été mise sur la table. Oui. On n'a pas contesté. À aucun moment on a contesté la valeur de son patrimoine en Afrique du Sud. À aucun moment on a contesté le patrimoine. Donc, il y a matière à se dire que l'enjeu de tout ce qui s'est passé n'est pas purement économique, n'est pas purement financier. À partir de ce moment, comme je le disais, à un moment ou un autre, mon argumentaire devait permettre de créer le tunnel pour arriver donc aux considérations d'ordre purement politique. Et une bonne partie de la réflexion que je voulais faire a été faite par M. Yango et j'y souscris, mais alors totalement. Un double point de vue. Premièrement, c'est que l'Afrique du Sud fait preuve d'amnésie partielle. Elle oublie d'où elle vient. Ce pays-là existe sous la forme qui est la sienne aujourd'hui parce que politiquement, un certain nombre de pays se sont engagés, mais se sont engagés fortement. Ces pays-là existent sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui parce que de ces pays-là sont venues des personnes folles qui ont accepté d'investir une partie colossale de leurs avoirs, alors que d'autres pays tout à fait pacifiés leur tendaient la main. Ils ont dit, c'est le moment de venir en Afrique du Sud soutenir nos frères noirs qui sortent de la nuit la plus noire et la plus abjecte de ce qu'on peut faire à un être humain. Baba Amadou Dampoulou fait partie de cette caste d'avant-gardistes qui s'est dit à ce moment, nous allons en Afrique du Sud parce que nous sommes des Africains, nous allons y apporter l'ensemble de ce que nous pouvons comme ingéniosité, comme ingénierie intellectuelle, économique et financière pour que ce pays se développe. L'Afrique du Sud a été classée aujourd'hui parmi les 3 pays, depuis 15 ans, parmi les 3 pays les plus prospères d'Afrique économiquement. Mais comment vous pouvez analyser la situation économique de l'Afrique du Sud en acceptant le rôle des personnes comme le président Baba Amadou Dampoulou? Il ne faudrait pas que les Sud-Africains oublient d'où ils viennent. Il ne faudrait pas qu'ils soient amnésiques. Parce que, comme le disait Lasconi Nissim, se battre pour un peuple qui ne réagit pas, c'est comme s'immoler par le feu pour éclairer le chemin d'un aveugle. Il faudrait que les Sud-Africains fassent attention à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si après le Nigeria, ils s'attaquent au président Baba Amadou Dampoulou, qui, soit dit en passant, a le malheur d'être au Cameroun, parce que je dis, le caractère camerounais, mais surtout francophone de notre pays, a servi d'accélérateur de particules pour qu'on puisse se permettre de faire ce qu'on fait. Il aurait été même seulement ghanéen, ça ne serait pas passé de la même façon. Donc quelconque pays anglo-saxon, kenyan, ougandais, ça ne serait pas passé de la même façon. Le fait qu'il soit camerounais, d'Afrique francophone, a participé à les convaincre qu'ils peuvent lancer ce type de processus. Parce qu'ils ont étudié et ils savent que on fait partie de ces peuples où les foules ne font pas foule. Parce que si ils s'étaient levés un matin, le lendemain de cette décision, avec 2500 personnes devant les bureaux de MTN Cameroun ou de Chococam, eh bien, ou de l'ambassade, ça ne se serait pas passé de la même façon. De façon spontanée. L'ambassadeur aurait dit, s'il vous plaît, revoyez ça parce que c'est invivable. C'est invivable. Il faut dire aussi, parce que c'est un champ de Dawara seulement réunit les 2500 personnes. 5000. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là. Donc il est important. Maintenant, l'Afrique du Sud doit également se dire que ça, on est dans ce qui aurait pu se passer à court terme si on n'avait pas eu affaire à quelqu'un d'extrêmement pacifiste et avec l'esprit pacifié. Ils ont parlé de foi, c'est un domaine où ils sont plus compétents que moi. Il me suffit de dire
en ce qui me concerne, que l'Afrique du Sud doit se rappeler que tout le monde n'aura pas le même flegme, n'aura pas la même retenue. Et que les gens voient, les investisseurs voient, on parle de climat des affaires, ça ne concerne pas que les pays d'Afrique francophone. Le climat des affaires, c'est le sentiment de confiance que les investisseurs ont dans un pays. Si vous venez, Forbes n'est pas le premier journal venu au quartier, d'accord? C'est Forbes. Et quand Forbes fait un classement comme celui qu'ils ont fait, le porte-parole tout à l'heure, M. Husseini, a relevé que ils n'ont pas réussi à le rencontrer. Les gens peuvent penser qu'il y a un reportage qui a été fait par ce journal pour dire que ce classement est certainement fait au rabais parce qu'ils n'ont pu prendre que les biens qui étaient les plus visibles. Ils n'ont pas eu accès à l'ensemble du patrimoine du président Baba Amadou Dampoulou. Ils n'ont pas eu accès à l'ensemble du patrimoine. Donc, ils ont relevé qu'ils n'ont pas pu le voir. D'ailleurs, ce reportage commence par un homme extrêmement discret, d'une discrétion légendaire, disent-ils, dans ce reportage. Donc, s'ils peuvent faire ça, ce monsieur, les investisseurs de moins important calibre, mais qui en volume cumulé peuvent avoir un effet important sur l'économie sud-africaine, ont de sérieuses raisons de se questionner sur la sécurité de leurs investissements et peuvent raisonnablement penser qu'il faudrait mettre à l'abri leurs avoirs. Et cela va avoir un impact sur l'Afrique du Sud. Aussi puissant que ce pays soit, cela va avoir un impact. Je crois qu'il est aussi important en ce moment que l'Afrique du Sud sache que malgré son importance, l'Afrique du Sud fait partie de l'Afrique. Et que si dans d'autres pays, on commence à s'apercevoir, M. Yango a évoqué, je crois qu'il est important qu'ils sachent que même un pays de 5 km², disait-il, est un pays souverain et qu'il peut prendre des décisions contre lesquelles vous ne pouvez rien. Quand l'Afrique du Sud, quand la Guinée équatoriale a saisi les biens, il ne comptait pas sur l'arme nucléaire. Hein. C'est que la puissance publique, la puissance de l'État fait que quand vous êtes des États, d'ailleurs la Corée du Nord ne tient pas tête aux États-Unis, quand vous êtes des États, il y a des décisions souveraines qu'on prend où vous ne reconnaissez plus la taille des États. Ça match. Donc, le Cameroun, nous n'avons même, l'État camerounais n'a pas encore commencé à réagir sur cette question. C'est-à-dire que la souveraineté ne s'est pas encore impliquée. On est encore ici dans les prémices de ce que pourraient être les mesures de rétorsion prises par l'État camerounais. On est encore là dans ce que le président Baba Amadou Dampoulou appelle, j'imagine, les signes précurseurs d'une réaction beaucoup plus violente, beaucoup plus difficile à supporter. Parce que là, il allait voir le juge des référés. Il ne lui a pas dit donne-moi leur argent. Il ne lui a pas dit donne-moi leur société. Il a dit simplement, comme on a des difficultés là-bas, qu'ils ont des intérêts ici, est-ce qu'on peut mettre ça de côté en attendant? Parce que on sait très bien que techniquement, il y a les moyens de distraire de telles sommes afin qu'ils échappent au patrimoine même de celui que tu poursuis. Ils peuvent mettre ça à l'abri. D'accord? En un lieu sûr, comme disent les Ivoiriens. Donc, en attendant cela, le président Baba Dampoulou dit, on fait d'abord, on met des mesures conservatoires, d'accord, avec l'aval du juge, ok, en attendant que les procédures suivent leur cours. Mais croyez-moi, la puissance publique peut s'exercer. Et si elle s'exerce, ça va s'entendre, ça fera des bruits, ça va craquer. Ça va craquer dur. Donc, en même temps que nous louons, je crois, l'approche mesurée, l'approche pondérée du président Baba Amadou Dampoulou, nous disons à l'État du Cameroun, faisons attention. Faisons attention de ne pas donner l'exemple d'un pays qui ne réagit pas lorsque l'un des siens est atteint. Je le dis pour ne pas répéter ce que M. Yango a dit tout à l'heure à l'attention des populations, parce qu'il a plus parlé des populations, des citoyens, qui doivent être des citoyens. C'est quoi la différence entre une population et un citoyen? C'est que vous voyez par exemple le Cameroun, il y a des enclaves diplomatiques informelles de quasiment tous les pays africains chez nous. Vous allez au camp Yabassi, c'est le Nigeria. Vous allez en Comondo, c'est les Centrafricains. Vous allez à Newbel, c'est les Guinéens. Il y a des enclaves diplomatiques informelles de tous les pays. Ça, c'est les populations. D'accord? Le citoyen, c'est une population habitée par le réflexe d'appropriation, par le réflexe de possession, par le réflexe de repli. Pas le repli qui rejette, pas le repli xénophobe, le repli de protection de qui il est. Il s'identifie. Il dit, Baba Amadou Dampoulou est touché. Je n'ai pas besoin de savoir si, de façon directe ou indirecte, je profite. C'est un Camerounais, ça suffit. C'est comme ça que réagissent les Nigérians.
Quand un Nigérian est touché, on ne veut pas savoir si je profitais de... Non, un Nigérian est touché, donc tous les Nigérians sont touchés. Il faut que, en même temps que se mature, parce que le processus de maturation populaire, comme il ne s'est pas enclenché immédiatement, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature pour cela. Le processus diplomatique et de souveraineté, lui, doit se tenir prêt à agir, parce qu'il se peut que le moment arrive bientôt. Il faudrait le déclencher. On parle tout de même du Cameroun. La résonance devrait faire peur à travers l'Afrique, à travers le monde même. Et si la politique de réciprocité peut être appliquée par la Guinée équatoriale, c'est aberrant qu'elle ne puisse pas être appliquée par le Cameroun. On parle quand même du Cameroun. Et c'est vrai qu'on n'allait pas entrer dans les soubresauts de la stratégie qui est déjà pensée. On l'imagine dans votre quartier général pour la riposte. Mais vous pouvez quand même nous donner les grandes lignes. Après l'affaire, après la saisine des comptes de MTN, est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui est en train d'être fait, qui sera fait dans les jours prochains? Non, non. Pour le moment, de manière objective, pour des questions d'ordre stratégique, c'est pas... il ne nous appartient pas de le dire de manière publique. Mais je voudrais déjà rassurer Maître, et je suis très félicité aussi de la manière dont ils expliquent le juridisme à travers ce plateau, que seulement Sodelco, l'association de Baba Amadou Dampolo, compte en son sein plus de 4000 adhérents, seulement. Et je veux vous rassurer d'une chose, jusqu'aujourd'hui, cette organisation avec des minorités qui sont accompagnées dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, qui aujourd'hui, malgré la crise anglophone, ils ont plus de 3000 logements en Dawara. M. Baba Amadou Dampolo le nourrit, habille, envoie à l'école, il fait tout. Mais eux-mêmes veulent venir pour revendiquer avec la force. Mais M. Baba dit non, non. Pour le moment, laissons la justice, laissons voir ce qu'on peut faire. Parce que ça affecte les propres quotidiens. Absolument. Certains nous appellent, ils disent, nous n'avons pas besoin de ton soutien, on ne veut rien. D'autres disent que nous-mêmes, on peut soutenir la lutte parce que nous avons pu amener nos enfants à l'école, nous avons édifié, nous avons fait telle ou telle chose. Qu'en est-il de la situation? C'est une démarche. C'est vous dire combien de fois ça indigne la population. Tout à l'heure, le conseiller économique, M. Aounti de la région du Nord-Ouest, nous a envoyé une motion de soutien et il nous a dit qu'il a sa modeste contribution à mener le conseil régional économique du Nord-Ouest. Alors, vous pouvez imaginer aujourd'hui, malgré toute la crise anglophone, M. Baba continue d'employer des gens dans le Nord-Ouest et d'accompagner certaines personnes, y compris dans l'arrière-pays. Alors, c'est dit que nous avons toutes les voies pour dire quelque chose. Et je vais vous dire, si je prends seulement la famille de Baba Amadou Dampolo, les petits-fils, ils sont plus de 600. Parce que son père lui-même est polygame, il a beaucoup d'enfants. Une très grande famille qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas quantifier. Alors c'est dit que, comme c'est un homme qui aime la paix, la justice sociale, qui pense que par la force de la justice, et il fait confiance à l'autorité camerounaise. Parce que lorsque vous avez relevé des faits, vous avez parlé de la médiation diplomatique et autres. Monsieur Baba Amadou Dampolo, à l'aube de la rencontre avec le président sud-africain, il a snobé, il a plutôt envoyé son ministre des Finances. Il y a un mépris flagrant à l'endroit de notre administration camerounaise. Le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas une première, mais de manière claire, il a envoyé un émissaire qui est le ministre des Relations étrangères. 6 mois après, il a envoyé le ministre délégué en charge du Commonwealth pour la même opération, mais c'est très méprisant. Alors, c'est pour dire que les questions d'ordre stratégique, nous réfléchissons en tant que citoyens, en tant que Camerounais, dans notre QG, nous ne voulons pas d'insurrection, mais nous pensons qu'à un moment donné, on ne pourra pas contenir des personnes qui se prononcent de part et d'autre. Nous n'avons pas même la capacité. On ne demandera pas votre avis tout le temps. On ne demandera pas notre avis tout le temps. C'est pour cela que nous disons, notre objectif, c'est qu'on restitue nos biens là-bas et nous laissons les choses ici. Et le juge des référés a d'ailleurs sorti sa décision de mise sous séquestre d'une astreinte de 100 millions jours si la banque ne s'exécute pas. Bien évidemment. Merci infiniment. Donc, c'est dire, mon cher ami, mon cher frère, que nous pensons que cette population qui bénéficie de la générosité de M. Baba Amadou Dampolo, lui, il dit, ce n'est pas l'accomplissement personnel. Ce bien,
ça ne touche en rien son quotidien. Mais il pense à la postérité, il pense aux Africains, il pense aux milliers d'emplois qu'il a créés. Il dit, mais comment j'ai fait avec ceux-là qui dorment sans nourrir les familles? Ce n'est que ça sa préoccupation nuit et jour. Tout à l'heure, vous m'avez demandé son état. M. Baba ne pense pas à ce qu'il gagne, mais il pense à des milliers, à des centaines de personnes en Afrique du Sud qui aujourd'hui ne parviennent pas à manger. Vous avez visité ce pays. Le racisme y existe, la générosité des Sud-Africains, les Noirs sud-africains, c'est vraiment délicat, à plus forte raison des Blancs. La charité, elle n'existe pas. À un moment donné, M. Baba faisait tellement de charité qu'on s'est posé la question que mais, ce monsieur finalement, c'est un homme d'affaires ou c'est un messie? Alors c'est dit que aujourd'hui, nous réfléchissons comment nous allons plutôt calmer les gens. Parce qu'ils sont nombreux à nous appeler. Et je vais vous dire, sans tribalisme, parce que M. Baba n'a pas d'ethnie, il n'a pas de tribu. Je vous dis, le soutien vient de part et d'autre. Et je vais vous étonner même, la quasi-totalité ne sont même pas de son ethnie. Ceux qui viennent se prêter même fort. Des avocats, des syndicalistes, bien sûr, des syndicalistes et des leaders associatifs, ils sont tellement nombreux. Alors c'est dit qu'aujourd'hui nous sommes très flattés. Je profite de cet espace pour vous remercier, vous également, pour les efforts panafricanistes que vous êtes en train de faire. Parce que lutter pour la cause de M. Dampolo, ce n'est pas lutter pour lui individuellement, c'est lutter pour les autres Africains qui ont l'intention de faire dans l'entrepreneuriat. Nous sommes découragés aujourd'hui. Je vous dis, nous sommes découragés. Seulement ces années, c'est à cause de ça. Nous avons 3 ou 4 entreprises en cours de création supplémentaires. Nous ne pouvons pas plus le faire à cause de ces crises-ci, qui touchent réellement le quotidien de nos activités. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas abandonnés, nous saluons ceux qui sont faits de part et d'autre, mais j'ai dit à l'opinion que nous ne serons pas capables de contenir tout le monde. Raison pour laquelle nous implorons une action immédiate pour limiter les dégâts. Parce que vous le dites, c'est peut-être le calme avant la tempête. Et quand la tempête soufflera... En tout cas, nous n'en voulons pas, mais j'ai dit, la pression, elle est grandissante. Bien. On vous a compris, on sortira avec vous, messieurs Fanga et Angodjon. Il s'agit donc tout simplement d'un patriotisme économique, d'un patriotisme tout court. Soutenir Baba Dampolo, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un accompagnement BA, ce n'est pas juste une affaire de citoyenneté, mais surtout c'est une affaire de survie, c'est une affaire de nationalisme en fait. Soutenir Baba de façon patriotique ou nationalisme, je préfère patriotisme. Nationalisme parce que le nationalisme, sur d'autres cieux et sur notre plateau, on a déjà eu cette discussion, on ne va pas l'ouvrir. Comme une connotation de gêne, on ne va pas l'ouvrir. Mais on est tombé en loi. Non, c'est très cubain. Personnellement et syndicalement d'ailleurs, nous ne soutenons pas Baba parce qu'il est Camerounais. C'est-à-dire que le faire de cette manière, c'est me rapprocher un peu de ce ministre qui était venu défendre son frère, qui n'a pas respecté un contrat et tout, du simple fait qu'il est son frère de son pays. Malgré que j'apprécie, je regarde ça, mais ma culture ne me permet pas d'apprécier, d'être d'accord avec ce type de comportement. Ça suffit pas. Non. Il se trouve ici que M. Baba Dampolo, Bestinver, a raison. Au fond et dans les faits, il a raison. Je vous l'ai dit, nous avons fouillé dans les réactions de ses adversaires. Nous avons, apparemment, on a lu le même texte. Oui. Nous avons trouvé des attaques ad hominem. On a trouvé des... Vous dites que quelqu'un ne vit que de près. Mais qui ne vit pas de près? Donc, c'est une faute. C'est pas une faute. 2. Vous dites que ces entreprises qui ont été saisies valent 65 milliards. Et les prêts qu'il a pris sont de 31-32 milliards. Ce que vous dites. Mais le prêt pour lequel on saisit 65 milliards est de 22 milliards. Mais si quelqu'un peut justifier des biens de 65 milliards, vous ne pouvez pas saisir ces biens pour un prêt de 22 milliards. Mettre à magistralement... C'est de la soustraction basique. Ça ne tient même pas la route. Une banque ne peut pas... Non, fais pas ça. S'il dispose de 65 milliards, ça veut dire que il a les moyens de rembourser 22 milliards. Vous échangez avec lui, vous l'accompagnez, vous faites tout ce que vous voulez. Il se trouve que par accident, cours de l'histoire, il vaut déjà 1 milliard,
et il vous doit 22 milliards, alors là, ici, il y a lieu de s'inquiéter. Peut-être qu'il a mal géré l'argent, peut-être qu'il a mal ceci, il a sous-évalué, il a surévalué. Ok, d'accord. Il a fait comme on fait dans certains endroits où quelqu'un a un terrain de 400 mètres carrés nu, et il prend un crédit de 400 millions de francs dans la banque du frère. Et ici, quand on veut saisir, c'est le terrain de 400 mètres carrés nu de 2 millions. Ce n'est pas le cas, puisque eux-mêmes, dans leur mauvaise foi, ont évalué les immeubles à 65 milliards. Je prends leurs chiffres. Et ça suffit. C'est fini. Vous reconnaissez que c'est une dette de 22 milliards et que lui, ce dont il dispose en bien, que vous avez évalué, c'est 65 milliards, mais vous ne pouvez plus saisir. Il a donc moyen de rembourser. Ça, c'est si juridiquement. Et ce sont... Vous donnez même le droit d'aller saisir des biens. Et ce ne sont pas des biens d'habitation familiale, ce sont des biens de production. Ce sont des outils de production. Production d'argent. Ces immeubles sont 5 milliards. Ils sont là pour produire de l'argent. Donc pour vous payer sur le produit. Il n'y a pas logé ses enfants pour dire que ça ne... vous comptez ça crée des factures d'électricité. Non. Ce sont des outils de production qui valent 65 milliards. À vous dire. Et vous saisissez tout ça pour 22 milliards. À partir d'ici, le débat est clos. Nous ne sommes plus dans une affaire d'insolvabilité. Nous ne sommes plus dans une affaire purement financière. Nous sortons de là. Nous sommes donc où maintenant? Comme on dirait à l'école quand j'y étais encore, domaine de définition. Définissez-nous maintenant là où nous sommes. Parce que dans vos propres déclarations, nous ne sommes plus dans les finances. Nous ne sommes plus dans les rapports banque-client. Convention bancaire, oui. Nous sommes ailleurs. Donc nous entrons donc dans un domaine où l'analyse théologique commande qu'on aille chercher l'esprit de celui qui décide là. Donc, qu'est-ce que c'est son problème? Et ici, je prends dans le Cameroun le citoyen camerounais. Admettons même alors qu'il soit désormais insolvable. Mais monsieur, mon frère Chouta depuis 30 ans, il a des retraités qui vivent grâce à lui. Vous ne pouvez pas le traiter comme le dernier de là-bas en République sud-africaine. Toi aussi, tu as des frères ici, je vais les traiter. C'est comme ça qu'on fait. Je dis bien, c'est comme ça qu'on fait. Permettez-moi une historiette en 2 secondes. En 2 secondes, vraiment. Oui. Au cours d'une réunion dans les pays là-bas, j'avais récité ce cours-là, réciprocité, machin, je crois, j'étais assez jeune. Je crois que j'avais tué la connaissance. Bon, il y avait un aîné qui avait suivi là, il m'a glissé, voyez-moi à la fin. Il avait dans les 58 ans, lui, moi j'avais payé pas 40 ans. Je représentais l'entreprise. Et il me dit dehors, c'est vrai ce que vous avez dit, j'ai suivi, je voulais vous donner un conseil, vous êtes jeune. Vous avez raison, souveraineté, tout ça, on connaît ça. Mais on a dépassé ce niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans la culture. On n'évoque même plus ça. Dès que vous faites n'importe quoi là-bas chez vous, on n'évoque même plus les textes. On répond. On vous rend ça ici. On répond. On n'est plus dans cette situation jeune homme. Monsieur Yango. Vous comprenez ce qu'il m'a dit? La France a passé une pré-convention avec l'Australie pour la production des missiles. Les Américains sont passés derrière, ils ont récupéré. La France n'a pas dit que le droit dit que les avions. Mesures de rétorsion immédiate, rappel de l'ambassadeur, gel des trucs, ceci. L'Amérique a appelé rapidement pour négocier. Pour négocier. On va vous faire ça dans votre cas là-bas, on va vous mettre ça ici. Tous vos GAFA là. Là où c'était 1000 francs d'amende, c'est 100 millions qui payent les impôts en Europe. Qu'est-ce que ça avait à voir avec l'affaire des sous-marins en Australie? Ça n'avait rien à voir. Alors, quelqu'un comme ça vient vous donner des leçons. Non. Je dis, moi je vais donc conclure par Camerounaises, Camerounais, voilà une affaire qui vient vous montrer ce qui vous attend. Personne ne se laisse faire comme ça, c'est fini. Ça ne se fait plus. Tous les discours qu'on vous tient pour dire que MTN a ceci, MTN a cela, on a fait ça. Ce qui a été fait en Afrique du Sud ne se fait pas. On l'a fait en Cameroun. Et ne venez pas défendre son frère ici. Je le dis aussi crûment que, ça se fait, que cela se fait. C'est un acte barbare, sauvage. Et on ne sait pas demain ou après-demain à quel Camerounais ça va arriver.
Voilà qui est dit et qui a le mérite d'être clair. Le moment plus que jamais de montrer les muscles, André Fissel-Fanga. Montrer les muscles, Baba Dampulo n'a pas besoin de montrer les muscles. Parce que si il fallait montrer les muscles, c'est une armoire. Baba Dampulo, c'est une armoire. C'est un sac de muscles. Parce que s'il faut seulement lever un petit doigt, c'est fini, c'est terminé. Bien sûr. Que des gens qui pensent que MTN c'est une mastodonte, ils se trompent. C'est qui? Ils se trompent. Ils sont combien de Camerounais qui sont dans les télécoms? Baba Dampulo est dans les télécoms. Bien sûr. Allez voir Nextel. Il est dans les télécoms. Donc, ils ne sont pas nombreux qui sont dans les télécoms. Je voudrais vous faire dire quelque chose de très important. À MTN, il y avait des Camerounais qui étaient actionnaires à, je crois, 10%. Je ne vais pas citer le nom de la famille. La famille a encore revendu les actions à des actionnaires aux Sud-Africains. Donc, en fait, la partie camerounaise reste avec entre 3 et 4% des actions à MTN. Alors que, quand nous regardons les opérateurs économiques, aujourd'hui, en Afrique, dans des domaines diversifiés, Baba Dampulo est un exemple. Bien sûr. Qui diversifie les affaires dans tous les secteurs. Donc vous allez dans tous les secteurs, vous trouverez Baba Dampulo. Ce n'est pas parce que les gens ne se bombent pas le torse, se disent je suis, non, non, arrêtez. Il faut respecter les gens qui ont construit l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons là, c'est que Chococam, c'est quoi? La production de thé vaut plus que Chococam. Bien sûr. Ne peuvent même pas être mises sur... même pas sur... parce que les gens commencent à dire les employés. Seulement les champs, les espaces terriens. Parce que ne regardez pas les plantations dessus. Regardez l'espace terrien. Si vous voulez compter le nombre d'hectares appartenant à Baba Dampulo, vous pouvez quantifier combien ça peut coûter et avoir des espaces à des niveaux où ça se trouve là. Parce que quand vous allez au sud-ouest, vous regardez l'espace. Oh, c'est beau d'abord, même touristiquement. Vous êtes fiers d'être Camerounais quand vous voyez ce genre d'investissement. Vous allez au nord-ouest, quand vous regardez, vous êtes fiers. Vous avez déjà vu la Fantasia? Ça se passe dans les champs de Baba Dampulo. Ah, bien sûr. Je dis dans les champs. Quand les autres, dans les cours royales, les gens invitent les Fantasies à devenir les faire dans les cours royales. Mais lui, il le fait ça avec ses populations dans les champs. Pour dire que la vie, elle est simple. Donc, je voudrais attirer l'attention des Sud-Africains. Qu'ils comprennent et mettre là bien souligné, qu'ils doivent se rappeler d'où ils viennent. Les Baba Dampulo sont rares dans le monde. D'aller dans un pays qui est en crise, où des gens mouraient de famine, où des gens étaient dans des difficultés énormes. Il est venu, il a investi. Il a mis de son argent, il y a de cela plus de 30 ans aujourd'hui. Il a mis de son argent que, ok, les Blancs étaient en train d'abandonner l'Afrique du Sud. Ils avaient abandonné l'Afrique du Sud, que vous allez mourir. C'est les Baba Dampulo qui ont décidé que non, on ne va pas laisser nos frères africains mourir. Parce que vous vous dites que c'est vous qui connaissez l'économie, c'est vous qui connaissez la finance, c'est vous qui connaissez les investissements. Nous aussi, on peut investir. C'est combien? Il paye. Ici, il paye. Il a payé. Vous savez, l'immeuble qu'on a pris, le troisième immeuble, là, Coca-Cola était installé là. Coca-Cola est américain. Si vous voyez un Américain installé sur un immeuble d'un Africain, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un d'hyper important. Donc, il y a des gens qui parlent de classement, de machin, ils se disent classement, vraiment. Bon, j'ai dit, hein, en Afrique francophone, là, il y a qui peut tutoyer Baba Dampulo. On va dans tous les pays d'Afrique francophone, là. Qui? Seulement avec ce que nous avons cité là, c'est quasiment impossible. Nous essayons de dire que l'Afrique francophone doit apprendre à défendre ses intérêts. Parce que c'est notre champion. En Afrique francophone, c'est notre champion. Parce que c'est le meilleur. C'est le premier. Et si c'est lui le premier, aujourd'hui, nous devons défendre les premiers. Le Baba Dampulo n'est plus une affaire de Camerounais.
C'est une d'Afrique francophone, même seulement pour l'orgueil de l'Afrique francophone, de tutoyer les autres pays anglo-saxons ou bien du Maghreb là-bas. Avoir ce niveau d'opérateur économique, nous devons le protéger, nous devons créer un bouclier de protection autour de lui. Et c'est ce que nous faisons, peu importe où nous nous trouvons, peu importe nos nationalités, peu importe nos ethnies. Monsieur le porte-parole, on ne le défend pas parce que nous appartenons à son ethnie. Non, nous ne le défendons pas parce qu'il est camerounais. Non, monsieur Yango, vous l'avez bien dit. Nous ne le défendons pas parce que c'est Baba Dampulo le camerounais. Non, on défend le label, la réussite, la vérité, le vrai. Et les hommes qui sont vrais ne pourront que défendre le vrai. Et c'est pour ça que nous sommes panafricanistes, parce qu'en réalité, nous avons dit que nous sommes encore les rares humains qui existent sur la terre. Parce que le panafricanisme, c'est justement soutenir la vérité, soutenir les humains. Parce que les autres, ils se comportent comme des animaux. Parce que ce que la banque fait là, c'est un comportement animal. Vous ne pouvez pas décider un matin de prendre les biens de 365 milliards. Ça, et ça, c'est seulement les biens immobiliers. Il y a eu les saisies de compte. Il y a eu des saisies de compte. Vous connaissez le nombre d'argent qu'il y a dans les comptes du groupe Baba Dampulo? On ne vous a pas dit ça. Et MTN vaut quoi? C'est pour ça que j'ai dit dès le départ de votre émission, Monsieur le ministre de la Justice, le président de la République a déjà pris une décision en prenant fait et cause du citoyen Baba Dampulo, n'est-ce pas, en envoyant des émissaires en Afrique du Sud discuter. Et quand on a renvoyé l'émissaire du président de la République comme un malpropre parce qu'on ne l'a pas reçu, parce qu'il a amené une lettre pour remettre au président sud-africain, il ne l'a pas reçu, il l'a envoyé chez le ministre des Finances et qui a aussi reçu avec dédain pour dire que vraiment la justice sud-africaine, elle est indépendante. Oui, la justice camerounaise aussi est indépendante. MTN Choco, comme la justice camerounaise aussi est indépendante. Donc ce qu'elle a fait là, sur vos comptes là, n'est que un petit bout de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, monsieur le ministre de la Justice, prenez les avocats, prenez les huissiers, prenez la force publique. Prenez les clés de Chococam, prenez les clés de MTN et vous remettez à Baba Dampulo tranquillement pour que ça équivaut un peu. Ça ne vaut même pas 25%. Hein. Ça ne vaut pas. De ce qu'on a pris en Afrique du Sud, ça ne vaut pas 25%. Je dis bien, on n'a pas regardé. Les comptes sont saisis. Je parle sous le contrôle du porte-parole. Les comptes personnels sont saisis. Bien sûr. Merci André. Donc, il y a une tentative d'assassinat de M. Baba Dampulo et sa famille. Et ça ne marchera pas tant qu'il y aura des Camerounais. Merci, merci. Je voudrais aussi pour la gouverne des Camerounais, un instant s'il vous plaît. Il y a quelque chose qu'on ne rappelle pas bien aux Camerounais. Baba Dampulo est actionnaire aux ADC, à l'assaut des cotons. C'est les premières entreprises camerounaises. Il faut comprendre quand même qu'il y a un élan de patriotisme. Il y a aussi l'envie d'accompagner le Cameroun. Bien sûr. Ce n'est pas juste un élan, hein, c'est du patriotisme assumé, tout simplement. On sortira avec vous, maître. On a compris, la vérité a été dite, le point du droit aussi. On ne le soutient pas juste par affinité, mais surtout parce qu'il a raison dans cette affaire. S'il faut retenir, pour sortir oui, mais cette édition spéciale. Autorisez-moi pour une fois non. à ne pas être d'accord avec... Oui, c'est pas une faute de le soutenir par affinité. Aussi. Je voudrais que ce soit clair. Ce n'est en aucun cas une infraction. C'est une option. C'est un choix. Le soutenir parce qu'il est camerounais aussi, ce n'est pas une faute. Donc je le soutiens d'abord et avant tout parce qu'il est camerounais. Bah voilà. Ne serait-ce que parce que mon aîné m'a dit que nous devrions apprendre, nous qui sommes plus jeunes, à être des citoyens. Et en tant que citoyen, je retiens la leçon de M. Yango. Parce qu'on a touché un Camerounais, j'active d'abord le mode camerounais avant de regarder autre chose. Et maintenant, il se trouve que nous devons répondre à quelques questions simples. Monsieur le président Baba Amadou Dampulo a-t-il pris un crédit en 2008? Oui. A-t-il commencé à le rembourser? Oui. 2018. En 2018, merci. Oui. A-t-il commencé à le rembourser? Oui. Était-il de 22 millions? Oui. 22 milliards. Est-ce qu'au moment où on a décidé de saisir, il en avait remboursé 2 milliards? Oui. Est-ce qu'il avait des garanties suffisantes pour rembourser les 20 milliards si l'échéance était arrivée? Parce qu'il faut bien rappeler, si l'échéance était arrivée, la réponse c'est oui. Il faut préciser plus que suffisamment. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est la question suffisante. Non, c'est la question. Est-ce qu'il avait de quoi rembourser? Oui. Est-ce qu'il avait un patrimoine supérieur à l'ensemble des montants reçus, requis? Oui.
Ne serait-ce que parce que les biens évalués par eux-mêmes sont estimés à 65 milliards. Nous parlons de 350 milliards. Les dommages causés par cette saisie-là sont évalués à près de 150 milliards, qui font la requête totale de 500 milliards. Au risque de se répéter, c'est une question qui est revenue beaucoup sur les plateaux de télévision, malheureusement. Était-il insolvable ou pas? C'est la question suivante. Le président Baba Amadou Dampoulou était-il insolvable? La réponse est clairement non. Et ce n'est pas nous qui... Ce n'est pas nous qui le disons d'ailleurs. C'est dans l'historique des faits. Peut-être il faudrait même faire la parenthèse pour expliquer c'est quoi insolvable. Insolvable, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de régler, de rembourser. Ce n'est pas basique. Quelqu'un qui est insolvable n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Le président Baba Amadou Dampoulou et le groupe Best Inver étaient-ils insolvables? Non. Était-il de mauvaise foi? Non. Question suivante. Le président Baba Amadou Dampoulou était-il de mauvaise foi? Non. S'il avait été de mauvaise foi, est-ce que la mauvaise foi aurait justifié l'action judiciaire et l'ensemble de ses conséquences? Non. En d'autres termes, je vous relance, maître. Vous allez nous permettre, je vous relance. Est-ce que ça veut dire de mauvaise foi pour ce pont-là, qu'il avait la capacité de payer, mais qu'il a décidé de payer, de ne pas payer. Ils n'en ont pas apporté la preuve, mais nous avons la faiblesse intellectuelle de poser la question et de se dire, monsieur le président Baba Amadou Dampoulou est un humain. Peut-être a-t-il été piqué en marge d'un moment de faiblesse de sa foi par l'intention de ne pas payer. Et même dans ce cas, est-ce que cela aurait justifié l'action judiciaire et ses conséquences? La réponse c'est non. Vu sa solvabilité. Parce qu'il est solvable. Parce que le droit donne les moyens à construire un certain nombre de mécanismes permettant aux créanciers de se faire payer dans les avoirs du débiteur. Nous avons expliqué cela. C'est possible. D'accord? Est-ce que l'action judiciaire entamée au Cameroun est-elle légitime et légale? Oui. Les mesures conservatoires prises par le juge judiciaire des référés qui a été sollicité par le président Baba Amadou Dampoulou sont-elles prises dans le strict respect de la loi camerounaise? La réponse c'est oui. Est-ce un acte d'appropriation extrajudiciaire des avoirs de MTN et de Choukam au Cameroun? Non, parce que c'est un compte séquestre dans lequel on met de l'argent en attendant le verdict contradictoire. D'accord? Est-ce que les sociétés MTN et Chococam sont-elles légitimement responsables ou légalement de ce qui se passe? Oui, en raison du caractère de la collusion, en raison de la collusion existant et démontrée sur ce plateau entre le fonds d'investissement qui est actionnaire à la fois chez MTN et Chococam, mais également dans la First Round Bank, dont une filiale est la First National Bank, qui était en rapport de convention bancaire avec le groupe Best Inver. D'accord? Est-ce que le président Baba Dampoulou est véritablement l'homme le plus riche d'Afrique francophone? Est-ce que les classements de Forbes sont légitimes? C'est un débat que nous refusons de faire parce que il n'est pas de notre niveau. Ce n'est pas notre niveau de débat. Nous avons pour nous l'ensemble des réussites, l'ensemble des œuvres, des productions du président Baba Dampoulou qui à elles seules suffisent à rendre compte à la postérité et au présent de ce que ce monsieur aura fait pour son pays et pour l'Afrique du Sud et pour l'Afrique et le monde. Est-ce que l'Afrique du Sud a un intérêt particulier, a un intérêt aujourd'hui à jouer ce type de jeu avec les enfants de l'Afrique qui ont eu le courage de venir alors que les Blancs l'avaient délaissé en disant vous mourrez de votre propre mort, incapable d'attirer les investissements, incapable d'avoir la structure et l'organisation nécessaire pour soutenir les grands investissements? Est-ce que l'Afrique du Sud doit jouer ce jeu aujourd'hui? La réponse c'est non. Est-ce qu'il y a cependant des voies de sortie à cette crise importante qui secoue ce pays-là, à cet investisseur camerounais? La réponse c'est oui, pour deux raisons. La première, c'est que l'Afrique du Sud n'y a pas intérêt. La deuxième, c'est que le caractère pacifique et pacifiste des actions du président Baba Dampoulou montre très bien qu'il n'y a aucune intention guerrière et guerroyante dans son approche. Tout ce qu'il veut, c'est que le droit soit dit,
que les parts des uns et des autres soient respectées et que l'Afrique du Sud continue de prospérer avec les investissements de l'ensemble des enfants d'Afrique. Et encore une fois, que ce soit l'Afrique qui gagne, car ça a été toujours son vœu. C'était les faits. Eux sont sacrés. Les commentaires sont libres. Après cette émission, vous avez donc eu le point sur l'affaire dite Baba Dampolo. Toutes les questions sous-jacentes et qui entourent cette affaire ont été brillamment élucidées. Pour vous servir ce soir, c'était Eyango Ndjon. Je rappelle qu'il est le directeur de publication de la revue Le compte rendu, voilà, c'était un compte rendu qui prépare justement une édition spéciale sur cette affaire. Vous êtes en pleine collecte d'informations. Vous êtes également un syndicaliste. Vous vous plaisez à le revendiquer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai, je l'ai suivi plusieurs fois. C'est un honneur de l'avoir. J'ai été content d'être là. Surtout ne changez rien. André Christelle Fanga, vos exploits et vos, on va dire, vos idées assez révolutionnaires sont entendues en haut lieu. Et je suis sûr que s'il y a mobilisation, même physique, vous serez de la partie. Et ça, je n'en doute pas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation de ce soir. C'est moi qui vous remercie. J'ai vu, à chaque fois que j'ai été au palais présidentiel, j'ai vu l'humilité du président Baba Dampolo quand il s'approche du président de la République, son Excellence Paul Biya. Même à la présentation des vœux, que ça soit au dîner. Et d'ailleurs, je profite, j'ai vu mon ami au 20 mai là-bas, mais on n'a pas eu le temps de se saluer au palais présidentiel, mais je l'ai vu pour simplement dire que nous, les Africains, nous avons appris une chose: défendre les Africains partout où ils se trouvent, les vrais Africains, parce qu'il y a des faux. Et il y a des vrais Africains partout où il faut, et ça m'a rappelé l'histoire de Tulsa. Vous connaissez l'histoire de Tulsa aux États-Unis? C'est ce que ça m'a rappelé, cette histoire de Baba Dampolo en Afrique du Sud, où on avait décidé de détruire l'investissement noir aux États-Unis, parce que des Noirs avaient décidé de faire de Tulsa une cité économique puissante et véritable. Et je crois que c'est ce qui est en train de vouloir se faire en Afrique du Sud. Que les opérateurs économiques camerounais, pardon, j'ai failli oublier ça, qui sont contents de cette situation, fassent très attention, parce que la plupart ont aussi des investissements en Afrique du Sud. Et ils pensent que on va les, si Baba tombe, c'est eux qui seront élevés. Non, il faut comprendre la psychologie de ces opérateurs, de ces blancs-là. Parce qu'en réalité, c'est les blancs qui sont derrière. Parce que c'est les gens qui veulent récupérer leur ancien immeuble. C'est les gens qui veulent reconquérir leur ancien espace. Donc, il faut qu'ils fassent très attention. Il y a beaucoup de pièges dans cette histoire-là. Vraiment, que le président de la République ne lâche pas le président Baba Dampolo, et nous serons toujours là pour accompagner cette action-là. Ce n'est pas demain la veille que ça arrivera. J'ai fait oublier, vous m'avez demandé, oh là là, vous savez, je suis candidat à la présidence de l'association des ressortissants de l'Est dans le littoral. Et vous m'avez donné une belle perche la dernière fois, l'élection c'est samedi. Et je pense que vous avez demandé le soutien du grand mécène Baba Dampolo. Et je le redemande encore en direct. Président, je suis candidat, merci pour le soutien. Je ne comprends pas, mon cher André. Vous avez les yeux et les oreilles du président sur ce plateau. C'est quand? Samedi. Ok. Alors, Maître Franklin Nyandje, que dire? Merci, merci infiniment. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau ce soir et ce fut de bonne guerre. La solidarité et la tendresse des peuples. La seule façon d'exprimer le véritable amour est d'être solidaire lorsqu'il pleut à travers le toit du voisin. Ce que nous devons retenir ce soir, c'est que l'Afrique est encore traversée par des guerres qui, malheureusement, commencent à être évacuées d'autres peuples. Mais nous construisons. Il y aura certainement des bégaiements de l'histoire comme ceci. La foi, la conviction et le grand amour de l'Afrique d'un certain nombre de ses enfants, en l'occurrence ici le président El Hadj Baba Amadou Dampolo, sont un phare dans le noir qui va éclairer l'Afrique d'un jour nouveau. Je suis sûr que le tocsin que nous avons sonné ce soir sera entendu à Johannesburg et à Pretoria à travers l'Afrique du Sud, et que très rapidement les choses vont revenir au beau fixe entre ce pays-là et notre grand-fils. Du Cap en Afrique du Sud, en Dawara, c'est au Cameroun. On espère que la ligne sera bientôt rétablie. Merci, Moussa Osseni. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du groupe Baba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vais profiter de l'occasion
au nom de M. Baba Amadou Dampolo, pour vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien. Nous suivons avec beaucoup d'attention le débat panafricaniste. Et moi, personnellement, je ne rate pas. Je trouve que vous faites quelque chose de formidable pour la postérité, pour l'Afrique en général. Et Inch'Allah, nous continuons de soutenir ce genre d'initiative. Je voudrais vous rappeler que M. Baba Amadou Dampolo est un exemple même du panafricanisme. Bien sûr. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer de part et d'autre. Et merci infiniment au soutien des uns et des autres. Merci aussi à l'administration camerounaise qui nous soutient et l'émotion du soutien qui afflue de part et d'autre. Merci. Et merci à la réalisation qui nous a accompagnés. Ils ont consacré du temps après les heures requises. Merci. C'était Gaëtan Bikim à la réalisation. Il était accompagné de Nicolas Olomo qui officiait à la cabine son. Ouseni Adamo était à la plateforme numérique pour la diffusion sur nos différents réseaux sociaux. La supervision générale était assurée par Marc Ouessou, directeur général de DBS Télévision. Quant au make-up, on oublie souvent, c'était Djamila Amsi qui officiait ce soir. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir quelle est sa mission, la trahir ou la remplir. Baba Dampolo a rempli la sienne. Je suis Rim, fils de Rim, et je suis Baba Dampolo. À très vite.